Madame, mademoiselles, messieurs, d'abord bonsoir. Merci infiniment d'être venus ce soir. On avait espéré du monde, il y en a plus qui l'espéraient, c'est formidable. Merci donc d'être au rendez-vous. Merci d'avoir entendu un peu l'appel que nous avons lancé dans le cadre de cette élection. Je suis très heureux de vous revoir ce soir, de revoir les différents visages que nous avons croisés récemment, qui me sont devenus pour certains familiers. Merci en tout cas pour votre accueil et pour la chaleur de votre accueil. Nous sommes allés à votre rencontre, en toute humilité. Vous nous avez accueillis, vous nous avez ouvert vos maisons, vous nous avez dit ce que vous en pensiez, très franchement des fois. Vous nous avez dit ce que vous aviez sur le cœur. Vous nous avez parlé de Ruben, vous nous avez parlé de vous, vous avez confié votre intimité, parfois les blessures de la vie. Vous avez fait part de vos espoirs. C'était une richesse exceptionnelle. Parce que là se situe, à mon sens, la plénitude du mandat d'un élu. C'est cette rencontre permanente et privilégiée avec vous. On apprend 1000 fois plus dans un regard, dans une poignée de main, même quand elle n'est pas hostile mais écoutante, davantage qu'en lisant un dossier ou un grand rapport. Et ce lien avec vous, j'en fais une confidence, j'ai envie de le poursuivre. Durant encore ces 9 jours de campagne, et peut-être même au-delà. Parce que ce lien que nous avons tissé est pour moi exceptionnel. Et quand quelque chose est exceptionnel, on a envie que ça dure. Et moi j'ai envie de poursuivre ce lien avec vous. Je n'oublierai donc jamais ces moments partagés ensemble. J'espère les poursuivre. Mesdames, Messieurs, dans 9 jours, 9, ici, dans cette salle, regardez-la bien, dans une autre configuration bien sûr, se joue l'avenir de Ruben. Dans 9 jours, ici, dans cette salle. 9. Dans 9 jours, le dimanche 23 mars 2014, se joue l'avenir de Ruben en 2020. Dans 9 jours, je vous le dis solennellement, vous avez un choix historique à faire. Je pèse mes mots. Je dis ça sans excès. Je dis ça sans emphase. C'est un choix historique pour l'avenir. Je vous le dis solennellement parce qu'un choix, comme tous les choix, est difficile à prendre. Et c'est lourd de conséquences. Je vous le dis aussi avec gravité. Parce que nous n'avons ni droit à l'erreur, ni de temps à perdre. Je vous le dis aussi avec optimisme, parce que j'ai confiance. J'ai confiance en vous, parce que quel que soit le choix que vous ferez, comme dirait l'autre, ce choix sera le bon parce que ce sera le vôtre. Ce choix, il faudra l'assumer. Mais ce choix, c'est vous qui le prendrez. Dans 9 jours, ici même, dans cette salle. Ce choix que vous aurez à faire, mesdames et messieurs, doit être pesé. Il doit être responsable, comme tous les choix, face aux enjeux qui sont immenses et qui sont ouverts pour notre ville sur tous les fronts. Les enjeux de territoire, les enjeux d'identité, les enjeux de la sécurité, les enjeux pour notre école, pour nos enfants, les enjeux du patrimoine, les enjeux du quotidien et de la vie, auxquels nous sommes confrontés dès maintenant, tout de suite, et encore pire demain. Nous avons pris, avec mes amis et ceux qui forment notre liste, la liste Ruben Ensemble, nos responsabilités. On m'a souvent posé la question, pourquoi cette troisième liste? Pourquoi être parti maintenant? Pourquoi cette initiative? Pourquoi? Parce que nous sommes des Rubellois comme vous. Et nous avons estimé, en conscience, qu'à la lecture des propositions et à leur addition, au-delà des bonnes intentions, est parfaitement respectable. Et je vous le dis en faisant une parenthèse. Les 2 personnes qui sont également candidates, on ne dit pas les citer, je les cite, M. Sereni et Mme Lefebvre, ne sont pas mes adversaires, encore moins mes ennemis. Ce sont des concurrents qui, dans une élection démocratique, ont tout à fait la légitimité de se présenter, comme nous avons la légitimité, nous aussi, de nous présenter. Et nous avons estimé qu'à la lecture des propositions, le compte n'y était pas vraiment. Depuis des mois, nous avions un sentiment dominant, celui d'une histoire un peu écrite à l'avance, un peu à notre place, un petit peu sans nous. Parce que, comme beaucoup d'entre vous, lorsqu'on échangeait, on ne s'y retrouvait pas vraiment. Il y avait du bien dans l'un, un peu moins dans l'autre. C'est peut-être le mode de scrutin qui fait ça.
Souvenez-vous, les élections municipales antérieures, on prenait la liste des noms et puis on rayait ceux qu'on n'aimait pas beaucoup et puis on conservait ceux qu'on appréciait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et beaucoup de personnes qui avaient l'habitude de ce scrutin me disent je suis un petit peu embarrassé parce que là, sur cette liste-là, j'aime bien un tel, l'autre j'aime un peu moins, mais le problème c'est que vous ne pouvez plus rayer. Vous ne pouvez plus faire ce choix. C'est une liste entière et quand vous en prenez une, ça veut dire que vous rejetez l'autre. Et ce mode de scrutin qui a changé est perturbant. Néanmoins, il faudra faire ce choix. Et puis nous avions estimé qu'il y avait un défaut de positionnement extrêmement clair sur les enjeux. Vous allez se porter au fond, quand on doutait, sur autre chose que sur le projet ou sur les propositions. Et que les choix que vous allez être amenés à faire, faute de positionnement clair, vous allez les faire sur autre chose, sur des choses plus subjectives. Parfois l'attachement à une personne dans une liste ou à une personnalité, ou alors même un réflexe partisan. On se dit, j'appartiens à peu près à la même sensibilité politique, je vote celle-ci ressemble à ma sensibilité politique, je vote pour cette liste-là. Mais il faudra regarder d'abord dans le projet. Nous avons une exigence, soyez exigeants, lisez, comparez les projets et choisissez en conscience. Alors des Rubellois qui font de cette liste se sont rassemblés, se sont unis, ils ont uni leurs forces et leurs compétences pour vous présenter une alternative qu'ils souhaitent la plus crédible et la plus sérieuse qui soit. Considérez notre démarche comme un appel à un sursaut. C'est pour nous une réponse à une exigence civique, peut-être même un peu un devoir moral. Nous nous sommes rassemblés sur la seule base de nos valeurs, que nous partageons. Nous n'appartenons à aucun cénacle, à aucun groupe, à aucune chapelle, à aucun camp, à aucun clan. Nous ne disposons, mesdames et messieurs, d'aucun soutien. Pas de parlementaires, pas de députés, pas de sénateurs, pas de président délégué du Conseil général ou autre, des personnalités tout à fait respectables. D'aucuns ont imaginé que c'était une faiblesse. Vous n'avez pas de soutien. Je considère, pardonnez-moi, que j'ai la faiblesse de penser que c'est une force. Parce que nous n'avons de compte à rendre à personne, sauf à vous. Parce que nous sommes redevables devant personne, sauf envers vous. Parce que notre légitimité réside uniquement dans le soutien que vous pourrez nous apporter, et rien d'autre. Et c'est là notre force. En réalité, nous n'avons pas de soutien, mais nous sommes libres et totalement indépendants. Notre équipe est sans étiquette, parce que les compétences n'ont rien à voir avec les étiquettes politiques. Il y a des gens très bien à droite, il y a des gens très bien à gauche, et inversement. Et puis parce que quand on gère une ville, on a le sens de l'intérêt général. Et tout ça, finalement, est assez secondaire. Notre équipe est sans étiquette, mais elle n'est pas apolitique. Apolitique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne veut rien dire, politique. Tous les sujets sont par essence politiques. Tous. La politique du territoire, la politique de la ville, la politique de sécurité, l'habitat, le logement, c'est pas de la politique. Quand on fait un choix, choisir, c'est de la politique. Nous sommes sans étiquette politique, mais notre projet est un projet politique au sens noble du terme. Et nous avons la faiblesse de penser qu'il faut remettre justement la politique au centre de tout, c'est-à-dire la capacité d'agir. Mesdames et messieurs, comprenez-le, avant de rentrer dans le détail de nos propositions, nous avons changé d'époque, nous avons changé d'ère. Nous avons changé d'époque et les défis que nous sommes appelés à relever nécessitent de revoir justement toute notre façon de faire, notre logiciel complet, nos méthodes, notre approche. Même avec une ville de moins de 2000 habitants aujourd'hui, puis demain, nous serons appelés à jouer dans la cour des grands. Et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et on n'a pas de temps à perdre. Il nous faut être armés pour relever tous ces défis, pour prévoir, pour anticiper, pour s'imposer, pour défendre nos intérêts. Il nous faut être maintenant, tout de suite, compétitifs et durablement opérationnels. Nous n'avons pas le temps d'attendre. On ne peut pas improviser. On ne peut pas hésiter. Il faut le faire maintenant et tout de suite et au niveau. Nous avons changé d'époque parce que la complexité des sujets, mesdames et messieurs, les normes et les réglementations à n'en plus finir, sont un véritable mal français. Savez-vous qu'en France, nous avons 400 000 normes et réglementations qui changent tant qu'on peut, tous les mois, toutes les 5 minutes. Elles supposent une connaissance parfaite de ces mécanismes et de ces rouages. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, gérer une ville, même ici à Rubel, même une ville de 2000 habitants, ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend et c'est un métier.
Il s'agit d'une mission, vous l'aurez compris également, qui requiert des compétences avérées et immédiatement opérationnelles. Depuis des années, un peu moins de 15 ans, j'apporte quotidiennement mon concours auprès des élus nationaux, des élus territoriaux. J'ai appris la difficulté de la tâche. J'ai vu combien c'était difficile, parfois ingrat. J'ai vu aussi combien c'était exaltant quand on arrivait à faire quelque chose dans le sens de l'intérêt général et qu'on réussissait. Mais j'ai vu combien parfois les atermoiements, les petites querelles politiciennes, les défaillances de l'action publique, justement avec cet empilement de normes, pouvaient être à l'origine d'erreurs monumentales et même de drames. Quand on prend du temps parce qu'on réfléchit à des études à n'en plus finir pendant des mois et des années pour aménager un carrefour dangereux, et que quand vous êtes un élu, ou quand vous travaillez auprès d'un élu, et que le soir on vous appelle parce qu'un accident de circulation a tué un jeune homme de 18 ans, vous allez dire quoi, famille? Excusez-nous, on faisait des études, ça fait 3 ans qu'on y réfléchit. Il y a une défaillance de l'action publique. Parce que je ne dis pas que cet accident n'aurait pas pu se produire. Il n'y aurait pas forcément eu ce décès. Mais peut-être que l'aménagement, si on n'avait pas perdu de temps dans tous ces billevesées, on aurait peut-être sécurisé un peu mieux les choses. Et peut-être que cet enfant sera encore en vie aujourd'hui. Quand on a trouvé, comme je l'ai vu il y a quelques années, un homme dans un logement qui était mort depuis 5 semaines et que personne ne s'était occupé de lui, ni sa famille, ni les services de la ville, ni les CCAS, et qu'on l'avait retrouvé tout seul, le drame de la solitude. Où était l'action publique? Cet homme sans famille, isolé de tout, où était-il? Où étions-nous? Ça peut conduire au drame. Dans les deux cas, il y a l'exaltation, parce qu'on peut faire quelque chose de grand ensemble, si on s'y met tous. Mais attention à ces atermoiements qui peuvent conduire à des choses extrêmement pénibles. C'est pourquoi, pour réussir notre ville, nous avons rassemblé dans notre liste des compétences utiles, opérationnelles et immédiates. Je vous les cite devant, vous les avez vus sur les documents que nous avons distribués. Je vous les cite parce que je vous demande d'être attentif. Monsieur Franck Schmitz, qui est là, est officier des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne. Vous imaginez l'utilité d'avoir à nos côtés un officier des sapeurs-pompiers pour tous les aspects de sécurité, pour tous les aspects d'aménagement, pour tous les aspects de réglementation. Quand on a connu des difficultés sur la réglementation dans un établissement recevant du public, combien son expertise au quotidien pourrait être importante. Pour tous les aménagements, quand on voit des fois des hérésies qui sont faites sur certaines voies et qui peuvent être dangereuses pour les piétons ou pour les véhicules, combien son expertise peut être importante. Combien l'accélération des procédures quand on veut déclencher une commission communale de sécurité peut être importante. J'ai besoin de Franck Schmitz demain, et Rubel en aura besoin pour tous ces aspects-là. Catherine Courtier, où est-ce qu'elle est, Catherine? Elle est là. Elle est agent au ministère de l'Intérieur, j'en dirai pas plus. Catherine Courtier, mesdames et messieurs, 22 ans au service de son pays, en tant que militaire. Plusieurs mois passés en Yougoslavie, elle n'a rien à apprendre de personne de ce que c'est que la souffrance humaine et de l'engagement au service de son pays. Elle travaille aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Avec Franck Schmitz, j'aurai besoin d'elle, et Rubel aura besoin d'elle pour tous ces aspects de sécurité. Parce que tous les deux, ils savent de quoi ils parlent, et ils pourront nous être demain d'un très grand concours. Gérard n'est pas là ce soir, mais je pourrais rajouter Claudine, qui est là. Ce sont 2 cadres bancaires. Quelle utilité demain, avec moi, pour gérer les finances? Je rajoute mon ami Serge Royer. Où est-ce qu'il est, Serge? Ah, mais il est à côté, il est là. Alors, rassurez-vous, il est en retraite, parce que c'est un ancien administration fiscale. Tout va bien. Tout va bien. Pour ceux qui avaient des doutes, tout va bien. Même à la commune, il fera ce travail d'expert, mais pas de façon personnelle. Soyez vraiment tranquille. Caroline Bosch-Trégu, qui est là, professeure des écoles. J'ai besoin de son expertise au quotidien, au-delà de tout. Parce qu'elle est professeure des écoles, parce qu'elle est éducatrice de jeunes enfants, parce qu'elle a travaillé depuis des années auprès des enfants, y compris dans les hôpitaux, y compris dans les écoles Montessori, y compris maintenant au sein de l'Éducation nationale. J'ai besoin de son expertise dans le quotidien pour Rubel, alors que nous sommes à l'aube de devoir gérer une réforme des rythmes scolaires, au passage absurde, passablement coûteuse. Anaïs, qui est là devant, secrétaire manager, elle assurera la coordination de tout ça. C'est notre Benjamin.
Morgane Courvoisier. Morgane Courvoisier, architecte et urbaniste. Qui pourrait aujourd'hui nous dire que nous n'aurions pas besoin ici en mairie d'une architecte et d'un urbaniste dans tous les projets d'aménagement que nous serons amenés à suivre, à prolonger et à faire? Nous aurons la chance d'avoir son expertise en direct. Et avec elle, peut-être le concours de son école, qui se situe également en Seine-et-Marne. Séverine Le Breton, est-ce qu'elle a notre amie Séverine? Elle travaille encore à l'hôpital, elle est infirmière, Séverine. J'aurais besoin d'elle, avec Denis Charles notamment, qui était aide-soignant, pour tous les aspects de santé, pour le maintien à domicile de nos aînés. Voilà une expertise qualifiante et immédiatement opérationnelle. Stéphane Courvoisier, qui est le papa de Morgane, c'est pas un problème, la loi ne nous interdit pas la génétique. Stéphane Courvoisier, 1m98, c'est la taille de François Ier. Au-delà de ça, c'est un homme engagé dans le monde associatif. Il a défendu les sentiers et la nature à Rubel. Il connaît la prévention pour les jeunes, les risques pour les enfants. Il connaît tout ça. C'est un homme engagé depuis si longtemps. Et puis c'est un caractère, on a besoin de caractère. Un vrai caractère. Parfois, c'est très bien. Jean-Claude Rollinger, où est-ce qu'il est mon ami Jean-Claude? Il est là. Jean-Claude, tu veux pas t'asseoir? C'est bien. Jean-Claude Rollinger, qui est un expert sur toutes les problématiques liées à l'énergie. Francis Couder aussi pour tous les aspects techniques. Et puis ils ne sont pas là, puisqu'ils avaient prévu des déplacements de longue date et je ne pouvais pas leur faire annuler leur congé à l'autre bout du monde. Daniel Bourdette, que vous connaissez, Serge Denis également, qui sont totalement reconnus pour leur implication dans la ville. Thérèse Coedello également, qu'on ne présente plus. Et puis notre ami Joël Bécher. Où est-ce qu'il est, Joël? Il est là, il a quitté le bar 5 minutes, c'est bien. Vous le connaissez, vous l'avez reconnu, notre ancien fleuriste de triste mémoire, ou de réputation, non, c'est pas vrai. Joël est là, avec lui on travaille énormément avec justement les commerçants qui ne sont pas forcément des gens qui votent pour Rubel, mais je suis quand même allé les voir. J'ai souhaité que Joël aille les voir parce qu'il y a une vraie inquiétude pour les commerçants et sur la destination de notre zone d'activité. Il y a un vrai sujet à voir ensemble. Et son expertise, là aussi, est intéressante. Mesdames, Messieurs, ce soir, tous ensemble, nous sommes venus vous parler uniquement d'une chose, que de Rubel. Nous sommes venus vous parler d'une ville que nous aimons profondément, mais si on parle de Rubel, on parle de vous. Parce que la vraie force de Rubel, c'est nous. Durant toute cette campagne, nous avons été à votre rencontre. Nous avons entendu. Nous avons entendu vos inquiétudes face à une urbanisation que vous jugez incontrôlée. Nous avons entendu combien les projets de construction en cours vous avez heurté. Nous avons entendu votre attachement parfois avec nostalgie à une certaine idée de Rubel, pour reprendre une formule bien connue. Je salue mes compagnons ce soir, ils se feront reconnus sur ce vocable. Certains m'ont dit, moi je me souviens, il y a quelques années, il n'y avait pas tous ces lotissements. Il y avait des prés, il y avait même des vaches, il y avait des animaux, il y avait des grands prés, il y avait des cultures. C'était ça Rubel il y a quelques années. Ça a bien changé depuis. Mais vous regardez ça avec nostalgie, parfois avec inquiétude, parce que ça a changé en 10 ans. Mais demain, dans 10 ans, que va être Rubel? Nous avons entendu votre attachement à ce cadre de vie que vous êtes venu chercher et auquel vous tenez plus que tout, mais un cadre de vie que vous sentez parfois et de temps en temps menacé. Nous avons entendu combien la sécurité, les cambriolages notamment, étaient pour vous une source d'inquiétude, parce que vous-même ou l'un de vos voisins en avez été victime. Je vous en parlerai dans un instant. C'est un vrai sujet. Nous avons entendu vos inquiétudes, ceux qui ont des enfants face à une réforme des rythmes scolaires. Nous avons entendu combien il était difficile parfois de concilier une vie de famille, une vie professionnelle, face à des transports parfois inadaptés, face à des problèmes de garde d'enfants. Nous avons vu la richesse de notre patrimoine et les talents artistiques, insuffisamment encore mis en valeur. Nous avons entendu l'isolement parfois de certains d'entre vous, immobilisés pour des tas de raisons, pour nos difficultés à se déplacer, et à devoir compter simplement sur la bonne volonté de leur famille, pour simplement aller faire ses courses. Parce qu'à Rubel, c'est comme ça, on n'a pas de voiture, si on ne peut pas conduire, si on ne peut pas se déplacer, on reste chez soi, et la vie devient très vite un peu compliquée. Nous avons entendu combien il manquait parfois du lien entre nous. Un lieu pour se retrouver, pour se distraire, pour échanger, simplement pour jouer ou pour parler un peu. Malgré toutes les bonnes volontés qui existent, et je salue dans la salle les membres de Rubel Amitié qui organisent beaucoup de choses justement pour rompre cet isolement et pour passer simplement un petit moment ensemble. Mesdames, Messieurs, être maire, c'est être un représentant de l'État, un agent de l'État. C'est le code qui nous dit ça.
Et le maire doit appliquer la loi. Toute la loi, les décrets. Certes, mais pardon de le dire, c'est avant tout le représentant des habitants. Et là, il y a parfois contradiction. Parce que le maire détient sa fonction par la souveraineté populaire, et non par une nomination venue d'en haut. Et cette légitimité populaire l'oblige. Ne pas entendre les attentes des habitants, même lorsqu'elles sont franches, lorsqu'elles sont directes, c'est commettre une faute, c'est commettre une erreur. Être maire, c'est appliquer la loi, mais c'est d'abord être votre porte-parole. Et à choisir, un maire ne peut pas s'exonérer d'appliquer la loi, sinon ça s'appelle de la désobéissance et ça coûte cher, mais il ne peut pas ne pas vous écouter et prendre en compte tout ce que vous avez à dire. Mesdames et messieurs, les défis qui sont face à nous sont immenses. Et le premier défi, c'est la sécurité. La sécurité au sens large. Pas uniquement les aspects sécuritaires, la sécurité au sens large. Dans le document que vous avez pu prendre à l'entrée, j'ai mis quelques chiffres. Il y aurait tant à dire. En 2013, pour la Seine-et-Marne, en dépit des tergiversations du ministre de l'Intérieur, 10,7% d'augmentation des cambriolages pour la zone police, c'est-à-dire la nôtre. 10,7% en une année. La zone gendarmerie va s'éloigner, plus 8. Bravo la gendarmerie. C'est une hausse spectaculaire. À Ruben, plus 65%. Plus 65%. 22 faits en 2012, 33 en 2013, et une multiplication par 2 des vols à la tire dans les véhicules pour la même période, et des vols tout court. Disons-le clairement, sans démagogie aucune, Ruben est devenu, à certaines périodes de l'année, notamment l'été, quand les gens ne sont pas là, le terrain de chasse d'une petite délinquance qui a trouvé ici les moyens de venir dans les maisons. Alors quand je dis la petite délinquance, j'accuse personne, mais c'est aussi parfois des bandes organisées qui viennent de façon parfaitement opérationnelle dans vos maisons et qui viennent cambrioler ou voler vos biens personnels. En tant qu'élu, je sais que tout le monde a cette problématique à cœur, il nous faut réagir. Il nous faut réagir fermement, il nous faut réagir immédiatement. On ne va pas attendre. Si demain nous sommes en responsabilité, mesdames et messieurs, je vous propose, dès que tout ça sera fini, qu'on aura installé la nouvelle Assemblée, le nouveau Conseil, immédiatement de convoquer, sous l'autorité du maire et des élus référents, immédiatement, sous la forme de ce qu'on appelle un contrat local de prévention de la délinquance ou un contrat local de santé, peu importe le vocabulaire, c'est le même format. Tout de suite, le procureur de la République ou son représentant, la direction départementale de la sécurité publique ou son représentant, la police, la gendarmerie, vous, tous ceux qui concourent pour mettre en place immédiatement un plan d'action et de prévention pour prémunir les cambriolages qui, ne nous en cachons pas, vont recommencer cet été. Du 15 juin au 15 septembre, la chasse est ouverte. Il va falloir s'organiser. C'est une logique immédiate. Ça ne veut pas dire que quand on fait ça, il y aura zéro cambriolage. Ça veut dire qu'il faudra demander à ceux qui sont les experts de la sécurité de nous donner les moyens aussi d'agir durablement. C'est demander également des patrouilles de police plus fréquentes. La présence policière est nécessaire. Elle existe, je les ai vus encore aujourd'hui, ils passent fréquemment, mais il faudra véritablement qu'ils soient beaucoup plus visibles. Je prends l'engagement également de mettre en place un déploiement de vidéoprotection sur notre lieu. Je le fais en concertation avec les autorités, c'est pas moi ou nous tout seuls dans notre bureau qui allons décider où est-ce que ça doit être implanté et comment et pourquoi. Ça sera fait sur l'expertise de gens dans ces métiers. Nous installerons d'abord sur les entrées de ville, dans un premier temps, ces systèmes de vidéoprotection. Alors c'est un petit peu complexe, parce que ça coûte cher d'abord, un peu complexe, pour installer une caméra sur un mail, pour protéger vos vie privée, et puis surtout une fois qu'on a filmé, qu'on en fait des images, il faut bien qu'elles aient quelque part. Donc il faut aussi un dispositif pour pouvoir ou en mairie les stocker, et les laisser à la disposition de la police, qui, à la demande du parquet, peut demander une réquisition des images en cas de fait, ou bien les stocker ou les renvoyer directement sur un commissariat. Je n'ai pas de réponse à ça, ce sont les experts qui nous proposeront les solutions les plus utiles, et j'espère les moins coûteuses. En termes de financement, je solliciterai le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Il y a d'autres appels à projets, celui-ci est identifié, je l'ai fait dans d'autres villes pour des élus qui ont mis en place le déploiement de 40, 60 ou 80 caméras sur des villes beaucoup plus grandes.
C'est un fonctionnement qui peut apporter le concours de l'État de 20, 40 ou 50%. Cela dépend de l'appel à projet, mais il nous faudra trouver là aussi des marges financières pour pouvoir financer le complément. Nous prendrons la décision également de réglementer plus fortement encore le démarchage à domicile. Parce que là aussi, quand les beaux jours vont arriver, vous ne pouvez pas avoir un week-end tranquille sans que « Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais vous élaguer vos haies? Est-ce que je pourrais vous nettoyer votre toit? Est-ce que je pourrais ramener la cheminée au mois d'août? Oui, oui. Est-ce que je pourrais faire ceci? Est-ce que je pourrais faire cela? » Ce sont des gens tout à fait respectables. Je n'insulte personne quand je dis ça. Je dis juste que, parmi ces éléments-là, ce que me dit la police, c'est qu'il y a aussi du repérage. Je prendrai donc un arrêté qui obligera les personnes qui veulent faire du démarchage, quand elles sont honnêtes et sincères, à demander une autorisation préalable. Et vous aurez à dire, monsieur, vous venez sonner chez moi pour faire du démarchage, est-ce que vous avez une autorisation en bonne et due forme délivrée par la mairie? Sinon, salut. On ne sait pas si ça interdira les repérages, mais au moins on se mobilise. Je mettrai évidemment en place, avec toute l'équipe, une campagne d'information, avec les services de police, en direction notamment des personnes isolées et des secteurs les plus à risque, pour vous apprendre les bons réflexes, pour vous dire, vous savez, madame, votre maison, là, si vous laissez ouvert, fermez pas le portail, c'est un moyen particulier d'avoir peut-être des soucis. C'est pas moi qui suis l'expert, il y a des gens qui sont formés pour ça dans ces métiers, et je souhaiterais qu'ils nous apportent leur concours pour améliorer votre protection. Enfin, évidemment, on le dit partout, c'est du bon sens, il faudra généraliser pour la période d'été l'opération Tranquillité Vacances. C'est du bon sens. Évidemment, la sécurité, c'est aussi la prévention, là je fais confiance à Stéphane sur ce dossier-là. Il faudra développer auprès des plus jeunes ces bons réflexes de protection et de prévention pour eux-mêmes d'abord, pour leurs camarades et pour la vie de tous les jours. C'est auprès des plus jeunes, maintenant tout de suite, qu'il faudra le faire. Voilà pour les aspects de sécurité dite sécuritaire. Mais la sécurité, c'est un problème global qu'il faut voir au sens large. La sécurité, c'est aussi la sécurité des piétons dans notre ville, de ceux qui circulent. Parfois, c'est pas évident parce qu'on a des contraintes urbaines qui sont difficiles. Des fois, des petites rues, des fois, des petits trottoirs, pas forcément adaptés. Parfois, il y a une voiture qui monte dessus. Parfois aussi, c'est de notre responsabilité. Il y a des trottoirs qui ne sont pas nécessairement très bien aménagés. On passe d'un petit trottoir en béton, puis on passe sur du gravier, puis après, il n'y en a plus, puis après, on passe sur autre chose. Tout ça est extrêmement difficile. Cela touche à la sécurité. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Je ne passe pas sur ce trottoir-là parce que là, j'ai un petit handicap, je souffre d'une difficulté, je suis déjà tombé une fois, non merci. » Donc, elle limite son déplacement, est obligée de faire un grand tour, parce que justement, le trottoir n'est pas suffisamment sécurisé et aménagé. Il faudra revoir ces choses-là. Une fois que je vous ai dit ça, c'est pas que des bonnes intentions, même si c'est du bon sens. Ça coûte de l'argent. Et moi, quand je vous dis ça en tant que responsable. Ça coûte de l'argent. Je vous parlerai du budget après. Mais il faudra le faire. Donc, il y a un moment, il faudra qu'on fasse des priorités et qu'on arbitre. Mais on ne pourra pas laisser la situation telle qu'elle est aujourd'hui. La municipalité aujourd'hui a engagé beaucoup de choses, aménager beaucoup de voies, elle concourt à la mise aux normes et à l'accessibilité, il faudra poursuivre et densifier de nouvelles priorités. Ces priorités, c'est évidemment la signalétique urbaine, il faut pouvoir matérialiser au sol et avec des panneaux tous les dangers potentiels pour les automobilistes comme pour les piétons. Il faudra renforcer l'éclairage public. J'ai eu le bonheur un soir de rentrer à la rue de Pralin vers 22h30. Ça va bien au début, c'est compliqué sur la fin. Il y a vraiment un problème à régler, c'est une voie qui est en partenariat avec la ville de Massy. Il faudra que la ville de Massy nous apporte son concours pour réfléchir très rapidement à la remise en état de l'éclairage public, à la remise en état de son amélioration, ainsi que les voies qui desservent cette rue. La propreté de la ville, c'est évidemment important, la fréquence et la desserte des transports en commun. Je voudrais vous dire que ces aménagements urbains, il faut y faire attention. Il ne suffit pas simplement de dire on va les faire. Il faut voir comment on va les faire. Je me suis permis, avant de venir vous voir, de regarder les bordereaux de prix. Vous savez, les entreprises ont des bordereaux de prix. Quand on va les solliciter, on va leur dire, voilà, j'ai, admettons, 100 mètres de voirie à faire, combien ça va me coûter cette affaire? Donc là, on demande le bordereau des prix. Puis on nous dit, voilà, si vous faites le trottoir, ça coûte tant au mètre carré. Si vous faites en asphalte rouge, c'est tant au mètre carré. L'asphalte noir, c'est tant au mètre carré. Si vous mettez des gravillons, c'est tant, c'est tant. Puis vous faites l'addition, c'est là que vous avez peur. Je prends l'exemple de l'avenue Charles de Gaulle. 1 kilomètre. 1 kilomètre. Il y a un côté qui est très boisé, qu'il faudra privilégier, par définition. L'autre côté, c'est un espace piéton. Bon. Prenons l'exemple de refaire cette voie, 1 kilomètre de voirie. 3 mètres de largeur. Vous multipliez 3 mètres carrés, 1 mètre carré, plus 1 mètre carré, plus 1 mètre carré, et vous le mettez sur 1000 mètres carrés. Avec un bordereau de prix qui va, pour le moins cher, entre 150 €
à 200 € du mètre carré, vous imaginez l'addition. Il faudra là aussi envisager ces besoins qui sont nécessaires à l'aune de finances qui le permettent. Nous parlerons des finances après parce que c'est une nerf de la guerre. Néanmoins, je voudrais que sur toutes les voies qui seront améliorées, elles soient faites en concertation avec vous. Parce que ce n'est pas nous qui décidons dans nos petits bureaux ce qui est bien pour vous, c'est d'abord vous qui allez bien. Et puis on aimerait mettre en place une charte de qualité et d'esthétique. Parce que ce qu'on aménage sur le cœur du vieux village de Rubel, il y a des petits pavés, parce que ça représente le vieux village à l'ancienne. On ne va pas mettre des petits pavés partout, sur toute la ville. On a une architecture différente ici même. Mais il faudra qu'on dessine ensemble les aménagements qui vont bien pour votre sécurité, mais également pour l'esthétisme de la ville. Et nous prenons l'engagement, pour tous ces aspects-là, de vous concerter systématiquement sur ces éléments d'esthétisme, d'aménagement et de qualité. Mesdames, Messieurs, la sécurité, c'est aussi votre tranquillité, c'est aussi la circulation sur nos voies. On n'a pas de chance, c'est comme ça. La ville de Rubel, c'est 3 voies majeures. Ni, bon, avenue Général de Gaulle. Et sur ces voies, ça roule vite, ça roule très vite. Bien, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez une circulation très dense, et ça ne va pas s'améliorer. Vous constatez des excès de vitesse, ils ont été mesurés par radar, mais on peut le constater tous les jours. Objectivement, si on sortait en plein milieu de l'après-midi, là devant la salle très là, on se mettait sur les bancs, on reste que 5 minutes, on en verrait 2-3 qui vont bien, on en verrait un qui, à mon avis, n'est pas à 50 km/h. Des accidents en série, je parle sous couvert de Franck, officier des sapeurs-pompiers, j'ai regardé un peu les statistiques. Une intervention des sapeurs-pompiers sur notre commune, sur 5, l'est pour des accidents de circulation graves, nécessitant l'engagement de moyens de désincarcération et de prise en charge de blessés graves. 1 sur 5. Des aménagements qui sont à poursuivre par définition, mais qui doivent être d'abord votre bénéfice. Prenons des exemples simples, simples. Sur la route de Lagny, je l'appelle comme ça, c'est plus joli que le RD 471. On a la sécurisation du croisement. Vous savez, la route qui vient de Voisenon, tout le monde en parle. Et là-dessus, entre les listes concurrentes, on est tous unanimes sur ce dossier-là. Il n'y a pas de sujet. Sauf que ça ne se décide pas comme ça. Parce qu'on a des aspects qui sont très importants, il y a des aspects qui tiennent à la ville, et puis parce qu'on est partenaire aussi de conseil général. Dans cette affaire, c'est des routes départementales. On ne se trompe pas. Mais il y a un moment, il faudra sécuriser ce carrefour. Je ne comprends pas que dans des tas de villes, y compris à Melun, pour des petites voies beaucoup moins importantes, on a le rond-point tous les 100 mètres, on est obligé de faire une giration, et que là on arrive sur une voie où des bolides sont lancés à 70 km/h, minimum, ça c'est sur le panneau, parfois plus, qui déboulent à pleine vitesse jusqu'au cimetière, alors qu'il faut patienter en risquant sa vie et en transpirant à grosses gouttes pour essayer de se rendre sur Rubel, soit pour tourner sur ce côté-là. Les accidents de circulation, si vous passez fréquemment par là, vous verrez combien c'est dangereux et combien au sol vous avez de la poudre orange, qui signifie qu'il y a eu un accident corporel il y a peu de temps et qu'il y a eu une fuite d'essence extrêmement importante. Il faudra le traiter. Ce n'est pas une affaire politique, ce n'est pas une affaire de liste, il faudra traiter ce carrefour. C'est avec le Conseil général qu'il faudra le plus rapidement possible engager les choses. On n'est pas prioritaire sur ce dossier-là. Sur la Seine-et-Marne, il y a des carrefours identifiés comme étant prioritaires pour aménager les ronds-points. Je ne sais pas en quelle position on est, il faudra remonter dans ce niveau-là. En tout cas, c'est absolument indispensable. Je vous l'ai dit tout à l'heure en citant un exemple. En voilà un bon. Imaginez demain que pour des raisons qui tiennent aux finances, à l'organisation politique des choses, à des difficultés relationnelles avec le Conseil général et qu'on perd du temps, imaginez qu'il y a un accident de circulation comme ça arrive fréquemment. Imaginez que dans cet accident de circulation, c'est un Rubellois ou une Rubelloise. Elle est blessée. Ou bien pire encore. Et que nous, élus, on est informés par les services de secours et de la police. Qu'est-ce que je vais leur dire en famille? Je vais leur dire, vous savez, c'est un projet d'étude, c'est un peu compliqué, avec le Conseil général en ce moment. On se demande s'il faut l'aménager, ce rond-point. C'est difficile, vous n'êtes pas forcément prioritaire. C'est ça que je vais dire en famille. C'est une urgence. Il faudra rapidement trouver une solution pour aménager ce carrefour. De la même façon, il faudra renforcer la signalisation. De la même façon, un peu plus bas sur la route de Lagny, je l'ai vu moi-même. J'ai fait attention, j'ai été prudent. J'ai vu une dame qui sortait de l'allée du château et qui voulait se rendre au cimetière pour des raisons, on imagine, extrêmement personnelles. Une dame d'un certain âge qui avait des difficultés à marcher. Pour traverser la route, il faut se lever de bonne heure aussi. Là.
D'accord? Parce que dans les deux sens, ça circule bien. Il faudra réfléchir à un dispositif, on en propose un, qui peut être un moment, un déclenchement à feu, qui permettra d'arrêter progressivement la circulation pour que ces personnes puissent traverser librement. Il y a peut-être d'autres astuces auxquelles on n'a pas pensé. Bon, je pense que le coup du tunnel, c'est pas bon, le coup de la passerelle, ça va pas non plus. Donc il faudra réfléchir à un aménagement. Mais il faudra de la même façon, parce que ce cimetière est de l'autre côté de cette voie départementale, qu'on sécurise les piétons qui voudront aller au cimetière, et puis par définition, ils aimeraient aussi en revenir sur eux-mêmes. Donc il faudra sécuriser, aller par définition, le retour. La route de Meaux, de la même façon, est une portion qui est l'une des plus belles. Elle est arborée, elle est magnifique. Il y a des demeures absolument superbes lorsqu'on arrive au creux, puis on monte après sur la ville, et puis on arrive après dans l'agglomération. Mais c'est un élément parmi les plus remarquables de notre ville. De la même façon, on observe souvent que la limitation de vitesse n'est pas garantie. Il faudra veiller à cette limitation de la vitesse. Je ne vous en dis pas plus aujourd'hui. On a des astuces. Non, je ne vous mettrai pas un radar. Non. Soyez tranquille. Mais il faudra veiller à respecter cette vitesse. Le parcours débute à 70. Quand on arrive au feu, il est à 50. Il faudra réfléchir à faire en sorte que la vitesse soit respectée sur cet axe. L'avenue Charles de Gaulle, de la même façon, pour tous ceux qui habitent, moi j'en suis pas loin, la vitesse est excessive. On a des bolides qui déboulent du rond-point juste avant au pôle Vicomte, qui déboulent parce qu'ils veulent éviter peut-être la rue de Meaux, parce que souvent il y a les jumelles et nos camarades de jeu qui sont là, qui prennent l'avenue Charles de Gaulle et qui tracent, pardonnez-moi l'expression, comme des malades, où le 50 km/h n'est absolument pas respecté. Et on n'a pas d'aménagement qui permet de réduire la vitesse. C'est une autoroute. Vous mettez au niveau des ponceaux et vous regardez le linéaire, vous avez 900 mètres à 1 km de voie en pleine voie. Une autoroute. Ils sont là de temps en temps, mais ils ne sont plus maintenant. Il faudrait qu'ils reviennent. En tout cas, il faudra aménager cette voirie. Encore une fois, c'est pas moi qui vais le faire, c'est pas moi qui vais le décider, c'est pas nous. Il y a des experts pour ça qui vont nous proposer des aménagements de sécurité pour ralentir la vitesse. Ça se fera en concertation avec vous. Mesdames et messieurs, je vous ai parlé de la sécurité pour ces aménagements de voies, mais que chacun comprenne que si toutes les solutions venaient de la mairie, je pense qu'objectivement, elles existeraient aujourd'hui. Nous sommes liés avec des partenaires, le Conseil général, mais nous sommes dépendants aussi de décisions qui ne sont pas limitées uniquement à Rubel. La problématique du contournement de Melun, ce n'est pas que nous dans cette affaire, c'est un enjeu de territoire. La question du barreau, pour éviter d'avoir le flux qui se déverse du nord sur notre ville et qui le coupe, c'est bien un enjeu de territoire. Ça veut dire que ce dossier-là, qui est structurant pour notre ville, qui, si on n'arrive pas à le traiter, font que la situation qu'on a décrite là viendra empirer, ou même devenir pire encore. Donc il faudra prendre ce dossier à bras-le-corps et il faudra le traiter au niveau du territoire. Les axes secondaires de la même façon, c'est un peu plus compliqué. Quand on prend la place des Trois Moulins et que l'on monte vers l'école, là aussi, mais c'est des aménagements qui sont liés à la ville. Vous savez, les villes telles qu'elles sont aujourd'hui, sauf les grands axes, c'était pas forcément fait pour les voitures, en tout cas pour un flux de voitures. On va quand même pas pousser les maisons, c'est un peu compliqué. Mais il faudra revoir là aussi à sécuriser le passage des piétons, notamment les enfants qui se rendent à l'école. Il faut faire extrêmement attention. Il se peut que dans ce S, une voiture se gare, on est à la limite parfois de l'accident. Il faudra repenser tout ça à l'aune de l'expertise. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, la sécurité est pour moi une priorité. La sécurité pour vous, physique, de vos biens et de vous-même, cette insécurité n'est pas une fatalité. On peut trouver des solutions. L'aménagement des voies de la même façon, l'aménagement des voies piétonnes de la même façon. Le deuxième défi de notre ville, c'est l'urbanisation, la construction et le logement. Je suis un passionné d'histoire et de patrimoine. Dans ma formation initiale, tout ce qui est vieille pierre, tout ce qui est joli monument, tout ce qui est histoire, ça me passionne. J'adore tout ce qui est ancien, mais je regarde ce qui est devant moi et je regarde l'avenir. Bien sûr, plus belle doit être vers l'avenir, tournée vers l'avenir. Mais comme je vous l'ai écrit, comme je vous le dis là, pas à n'importe quel prix, pas n'importe où, et surtout pas n'importe comment. Je le souligne avec force. Tranquillité. Je ne sais pas si c'est le chien qui n'est pas d'accord avec moi, ou si au contraire c'est sa façon de le dire qu'il est entièrement d'accord, mais je le prends comme une augure. Tenez-le quand même. Hein. On ne sait jamais. On parlait de sécurité il y a un instant, je n'ai pas parlé de nos amis les bêtes. Ce serait dommage. Mesdames et messieurs, le sentiment que vous avez quand je vous ai rencontré, vous m'avez dit, on comprend
comprend qu'on peut aller vers l'avenir, on comprend qu'on a besoin de logement, on comprend qu'il faut aménager, on comprend, on veut tout comprendre, parce qu'on n'est pas des idiots d'abord, mais parce qu'on a du bon sens. Sauf que la plupart du temps, face à tout ça, on se retrouve un peu devant le fait accompli. On découvre un peu les choses un peu au dernier moment. On nous a pas vraiment parlé. Je ne dis pas qu'il y a eu de la mauvaise volonté, certainement pas. Je jette de l'opprobre à personne et je ne juge personne. Je dis par moments, on se retrouve un peu dans le fait accompli. Et puis on a tous le sentiment d'une urbanisation qui progresse, et qui est parfois incontrôlée. Peut-on freiner la marche de l'histoire? Un peu difficile. Est-ce qu'il nous faut vivre dans une bulle en ignorant l'avenir? Un peu difficile. La vraie intelligence, ce sera de concilier les deux, de préserver notre identité et d'aller vers l'avenir. Comment? D'abord, c'est l'engagement de vous informer et de vous informer encore, et de vous concerter, tous, sur tous les projets de construction majeurs qui seront engagés sur la ville. Ceux qui sont en cours, pardonnez-moi, c'est pas à moi ou vers nous, je le dis pour les autres candidats aussi, qu'il faudra chercher des explications. Je parle pour les projets qui seront programmés nécessairement dans les 6 ans à venir. Nous prenons cet engagement de vous concerter, de vous dire, voilà, pour telle raison, il nous faudra construire ici. Pour telle raison, on ne peut pas s'opposer à ça. Pour telle raison, on essaie d'aménager ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous convient? Non? Eh bien, on y retravaille. Oui? Alors on y va. Vous informer dans la transparence. Deuxième engagement, c'est de reprendre le contrôle sur l'ensemble des programmes. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle et que c'est n'importe quoi. Les gens qui prennent les décisions, les prennent avec du bon sens, le bon sens qui est le leur. Ça veut dire qu'il faudra reprendre ces éléments-là et reprendre le contrôle sur l'ensemble de ces programmes. Vous savez, la ville de Rubel, c'est une belle ville qui est convoitée, qui aiguise les appétits, parce que ses réserves foncières sont très importantes, et que les tentations sont grandes de faire des opérations immobilières. Elles sont louables par ailleurs, mais pas n'importe comment, pas n'importe quel prix, et pas n'importe où. Il faudra disposer d'une vision à long terme. On ne peut pas se satisfaire aujourd'hui, encore plus demain, de faire du coup par coup. Ah, il y a un terrain qui se libère, on va construire là. Ah, un terrain qui se libère, on va en mettre un ici. Non. Il faut une vision à long terme. Nous avons un document d'urbanisme qui s'appelle un PLU. Il est en cours de révision pour quelques éléments de Grenelle, un peu complexes, c'est comme ça. C'est un document cadre. Je ne le connais pas par cœur, je vous le confesse, parce que l'urbanisme, il faut se lever de bonne heure pour tout comprendre. Il faut prendre un Doliprane avant, et puis après, il faut commencer à rentrer dans les textes. Néanmoins, c'est un document cadre. Je vous le dis ici, c'est difficile à mettre en place un PLU, à réviser un PLU. Si pour des raisons qui tiennent à la préservation de notre patrimoine, de notre identité, le PLU actuel montrerait quelques insuffisances, nécessiterait qu'on regarde devant le toilette, nous le ferons. C'est notre document d'urbanisme. Et je vous le dis dans les années à venir, en 2016-2017, peut-être que les PLU, c'est plus les villes qui vont les instruire. Ce sera peut-être au niveau du territoire, ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, avec le droit du sol qui sera peut-être transféré. Quel sera le pouvoir du maire pour refuser ou pas une installation? Ça va devenir plus compliqué. S'il y a besoin de revoir ce PLU, s'il y a besoin de revoir les choses pour qu'on soit tous d'accord sur la façon dont nous voulons Rubel demain, alors nous reprendrons ce PLU si nécessaire. S'il n'y a pas d'obligation et qu'il y a besoin de faire, qu'on peut s'en satisfaire et que c'est autrement qu'on pourra négocier, on en fera également l'économie. Mesdames et messieurs, je suis probablement le seul à vous parler ouvertement de la ZAC des Trois-Noyers, parce que c'est un projet structurant pour notre ville. Vous avez tous entendu parler de la ZAC des Trois-Noyers, c'est là-haut, à l'entrée de ville, c'est une opération de 300-400 logements programmés, avec, à terme, 1000 habitants qui vont nous rejoindre d'ici quelques années, je dis 5, 6 ans, peut-être un peu plus, en fonction de l'avancée des programmes. Tout ça est très théorique, néanmoins. Je suis le seul à en parler parce que c'est pour moi fondamental. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Alors il y a deux choses. Si j'étais fou, ça pourra m'arriver un jour, pour le moment ça va à peu près, en tout cas à cette heure-ci, je pourrais vous dire, je prends l'engagement devant vous, vous savez, comme tous les grands démagogues, ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes sensible à ça, je vais annuler le programme de la ZAC. Jamais, il n'y aura pas de construction. Impensable. Ou alors je vous dirais, si j'étais tout aussi irresponsable, le projet tel que j'en connais, on voit, du bien, puis après tout, un bon sujet, c'est un projet, le promoteur va s'en occuper, les aménageurs vont le faire. Voilà. Puis ça sera un quartier de plus, ça fera rentrer des impôts en plus, ça fera faire des dépenses en plus, mais on devrait s'y retrouver. J'accepte ni l'un ni l'autre. Ce projet, pour peu que j'en connaisse aujourd'hui, parce qu'on
Le dossier est au démarrage. Je l'ai écrit et je vous soutiens. Nous avons l'obligation de le réussir ensemble. Nous avons l'obligation de faire de cet aménagement l'un des plus beaux aménagements pour notre ville. Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture entre le vieux village qui va se situer juste derrière, pour que cette entrée de ville qui est structurante soit superbe et corresponde à notre identité et à notre architecture, pour faire en sorte qu'il y ait une transition intelligente entre l'agglomération melanaise, juste après la voie rapide, et ce vieux village auquel nous sommes tant attachés, et puis pour l'ensemble des autres résidences de Rubel. Et plutôt que de travailler, j'entends bien, c'est important, c'est la loi sur le HQE, la haute qualité environnementale avec du BBC, des bâtiments écologiques, très bien, très bien. Je préfère qu'on travaille également sur le HQA, un label qui existe, mais que j'ai en tête, c'est la haute qualité architecturale. Je ne voudrais pas demain. Et pardonnez-moi, sur ce dossier-là, je suis très prudent. J'ai un excès de prudence, parce que j'ai vu dans d'autres villes, quand on ratait une ZAC, le résultat. Je ne citerai personne, mais ici, en Seine-et-Marne, pas loin de chez nous, regardez Savigny Temple. Regardez Savigny Temple. Regardez Cesson. Regardez vers Saint-Denis. Il y avait des jeux petits villages qui se sont développés, c'est tout à fait naturel. Et puis quand les choses sont parties, elles sont parties. Alors évidemment, c'est pas la même surface. Mais tout de même, sur ce dossier-là, il faudra être extrêmement vigilant. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Morgane Courvoisier, à nos côtés, qui est architecte, qui est urbaniste, qui a déjà étudié le dossier, moi-même dans mes connaissances. Je travaille sur ce dossier-là avec des avocats spécialistes de l'urbanisme, avec des urbanistes également, pour essayer, si on doit le modifier lorsque le projet sera proposé, en fonction d'un projet qui soit cohérent avec notre identité. C'est un combat que je mènerai. Si vous nous faites confiance sur ce dossier-là, nous ne lâcherons rien. Nous ferons en sorte que les logements qui existeront, parce qu'il y aura des logements locatifs, on en parlera peut-être ensemble, soient destinés d'abord à des Rubellois, soit à des jeunes, qu'on appelle les décohabitations, qui quittent leur famille, qui ont besoin de construire une vie, qui n'ont pas forcément les ressources tout de suite, alors il leur faut peut-être un petit logement conventionnel, un petit locatif pour démarrer dans la vie. Ou alors pour des personnes plus âgées, qui n'ont pas forcément la santé aujourd'hui pour entretenir tout le jardin, pour entretenir la maison. Elles auraient peut-être besoin d'avoir un plus petit appartement en rez-de-jardin, avec ce qu'il faut pour avoir ces petits souvenirs et son mobilier, et puis avoir accès simplement peut-être au service ou une proximité plus intéressante pour elles. Et puis aussi des professionnels qu'on pourrait faire venir. Je pense à tous ceux qui sont professionnels et savants compris, des gendarmes ou autres, peu importe. Enfin voilà, il faudra penser à tout ça. Il faudra avoir une politique attributive extrêmement ferme. De la même façon, nous serons transparents sur tout ce dossier-là. On n'attendra pas de faire simplement une petite réunion pour vous dire voilà où nous en sommes. On le fera par étapes. Et par étapes, on vous présentera l'avancée du programme. C'est un engagement que nous tiendrons. Il y a des éléments intéressants dans ce dossier. On a la perspective de refaire la belle allée royale, vous savez, qui part juste de la pointe et qui va se prolonger jusqu'à la forêt. Il y a la prévision dans les plans d'avoir un petit parc au fond. Pour le reste, les quelques esquisses qui ne sont pas définitives, me laissent à penser qu'il y aurait peut-être besoin de revoir un peu les choses. Parce que, comme on se le disait avec Morgane, si le projet tel que nous l'avons vu était celui-ci, et je reprends sa formule, pardon Morgane, il n'y a pas de copyright, je ne devrais rien là-dessus, c'est pas rendre service à notre ville, c'est pas vous rendre service. Alors on sera très vigilant par rapport à ça. Nous avons une obligation, c'est de réussir cette ZAC. Mesdames et messieurs, ça c'était vers l'avenir. Je regarde Rubel d'aujourd'hui, ce que j'ai appelé Rubel authentique. Nous avons un patrimoine naturel exceptionnel, qui se réduit, mais qui est exceptionnel. Je souhaiterais qu'on les préserve le plus possible. C'est pour nous de véritables écrins. Je voudrais qu'on établisse un recensement de ce patrimoine naturel, qu'on étudie son biotope, qu'on étudie son écosystème, qu'on regarde le rue, les mares, les arbres, leur santé, pour voir si effectivement, si un jour un terrain se vend, il y a peut-être à réfléchir deux fois à l'aménager, parce qu'il y a un écosystème peut-être qui est à préserver, parce que c'est aussi notre identité. Je voudrais qu'on redécouvre et qu'on remette en valeur, mon cher Stéphane, les sentiers, qu'on puisse se promener, qu'on puisse se découvrir. Ceux qui étaient enfants et qui ont bien grandi aujourd'hui me racontaient combien ils se promenaient dans Rubel par les petits sentiers, qu'on pouvait aller de ci, de là. Aujourd'hui, ils ont presque disparu. Il faudra remettre au jour ces servitudes et essayer de les reprendre en main. C'est notre bien commun. On pourrait aussi se déplacer à pied, on en a parlé tout à l'heure, on pourrait aussi se déplacer à vélo. Il y a unanimité chez les candidats aujourd'hui. Il faudra remettre
sur le métier, la proposition intéressante qui existe dans les cartons, probablement à la communauté d'agglomération, sur l'aménagement de pistes cyclables pour se déplacer peut-être dans Rubel ou pour faire des parcours touristiques et de santé extrêmement intéressants. Il n'y a pas de politique sur le problème de l'aménagement, c'est un dossier que, quels que soient les candidats, nous avons la volonté de mettre en avant. Parce qu'il est quand même regrettable aujourd'hui. Je vous prends un exemple simple. Allez, encore l'avenue Charles de Gaulle que je connais un peu plus. Si je décide d'aller me promener à vélo, et je ne passe pas par là-haut, je vais passer par en bas, parce que j'aimerais aller me promener pour faire la boucle Volvicomte, puis Blandy, puis Champeau, puis revenir. Il faut se lever de bonheur, hein, il faut être courageux. Parce que dès que vous avez franchi Rubel, sur la route, déjà vous faites doubler par des voitures qui vous embêtent, vous passez le premier rond-point, et là après vous êtes dans un autre monde. Et donc pour profiter de ce cadre naturel, et ce joyau exceptionnel comme Volvicomte, ou Blandy-la-Tour et Champeau, vous avez des difficultés à vous promener à vélo pour vous y rendre, ou même à pied si vous êtes courageux, il faudra revoir tout ça. C'est un dossier qui est unanime entre les candidats, il faudra évidemment le poursuivre. Notre ville est déjà très belle, parce que d'abord c'est vous qui l'avez composée, et puis parce que nous avons un patrimoine exceptionnel, il faudra l'embellir. J'estime que embellir une ville, c'est embellir aussi la ville. Je voudrais qu'on matérialise les entrées de ville de manière un peu plus magnifique. Combien de fois, j'ai raconté cette anecdote, elle est peut-être un peu usée, mais c'est pas grave, je ressors une dernière fois, pardonnez-moi. Combien de fois j'ai demandé à des gens, à des amis qui me disaient « Tiens, ce week-end, je vais aller visiter le château de Volvicomte. » Très bien. Et alors, quand je leur ai envoyé le lundi, c'était beau, c'était super Volvicomte. Mais j'étais passé par chez moi. C'est où chez toi? À Rubel. Rubel. Je sais pas trop. Mais si, quand t'es passé par où? Par Melun. Ah bon, par Melun, t'as bien vu qu'il y avait un panneau Rubel, puis après t'as descendu une magnifique côte arborée, t'es sorti, puis après il y avait le rond-point de l'eau, d'ailleurs. On dit Rubel, non, je vois pas. C'est là où il y a le McDo. Voilà l'anecdote. En termes d'entrée de ville et de matérialisation, j'ai rien contre le McDo, il apporte son concours d'ailleurs à un club sportif. J'ai rien contre le McDo, chacun va manger où il veut, c'est pas contre le McDo que j'ai dit ça comme anecdote, parce que je dis qu'à mon avis, ces entrées de ville nécessiteraient d'être embellies, d'être magnifiées. Quand on arrive de quelque part, on arrive chez soi, on a envie de voir que c'est marqué Rubel, on a envie de voir qu'il y a des fleurs, on a envie de voir que c'est joli, on se dit, on arrive chez nous, et c'est une ville sympathique, tout simplement. Je voudrais qu'on profite également de l'effet qualitatif de Vaud. Vous avez vu, quand on parlait tout à l'heure de l'avenir et de l'urbanisation, on se projetait devant sur la modernité. C'est un peu effrayant, c'est normal. L'avenir est toujours un peu inquiétant. Mais quand on regarde sur le passé, regardez ce qu'a fait Vaud. Regardez le joyau qu'on a à quelques kilomètres d'ici. Ce château magnifique qui a initié le siècle de gloire de Louis XIV. Le Brun, le Vaud, le nôtre et tous les autres. On a un joyau exceptionnel à nos portes et on n'en profite pas suffisamment. On est simplement une ville que l'on traverse. Vous l'avez vu parfois même sans le savoir, un peu comme M. Jourdain. Mais on a Volvicomte à côté, nous n'en profitons pas suffisamment. Il faudra travailler avec l'administration du château de Volvicomte pour voir de quelle façon les actions que nous allons mettre en place d'identification de la ville, le partenariat que nous pourrons avoir encore plus fortement avec Volvicomte, permettent de bénéficier. Je vous dis ça, quand je dis l'effet bénéficier des attracteurs de Vaud, ça ne veut pas dire qu'on va faire venir tous les autocars ici, que ça, c'est pas des nuisances. Je vous dis de l'effet qualitatif de Volvicomte. Imaginez qu'on devait simplement Rubel sur la route de Volvicomte. Ça identifie. Vous savez que cette année, Volvicomte, c'est plus de 360 000 visiteurs, c'est un record absolu. Ils passent tous chez nous, ils passent tous devant chez nous, mais nous, on n'en profite absolument pas. Et on a un vecteur d'identité avec Volvicomte à renforcer. Je voudrais qu'on mette en exergue également l'artisanat et notre art. J'ai été la dernière fois au salon de peinture pour jeter un coup d'œil, c'est assez remarquable. Il y a de vrais talents. Monsieur Barbier m'a accueilli chez lui, je suis passé un peu en effraction, et j'ai vu combien ils ont travaillé sur les figurines, le nombre d'heures passées sur une petite figurine comme ça, avec une renommée qui est une renommée nationale et plus. J'ai vu la faïencerie également, et j'ai discuté de tout cela. Nous avons un patrimoine exceptionnel, qui est parfois plus connu à l'étranger qu'il n'est connu chez nous. Il faudra réfléchir à le mettre en valeur, en tout cas à préserver ce qui est initié, et ce qui peut être valorisé doit être valorisé. Je souhaiterais, et je mets des guillemets là-dessus, que l'on s'oriente, et je crois que c'est unanime pour l'ensemble des candidats, parce que nous sommes tous interpellés par cela, que l'on crée peut-être une entité, on pourrait appeler ça un musée, mais vous savez, la muséographie c'est compliqué, il faut des labels, ça coûte de l'argent, mais disons musée, ça parlera à tout le monde, un musée qui pourra abriter ce savoir-faire de Rubel, cette faïencerie, parce que j'aimerais que, au-delà de M. Fapani et puis de l'ensemble de ses compagnons, on puisse préserver ce savoir-faire. Si demain,
pourrait prendre la relève? Il faut faire suivre dans le temps ce savoir-faire, c'est notre bien commun. Et puis je voudrais qu'on le mette en valeur parce qu'il y a une vraie technique, il y a une excellence. Et puis je voudrais qu'on organise peut-être des expos temporaires. Pas simplement un petit musée, vous savez, les petits musées municipaux un peu poussiéreux, c'est toujours pareil, sur la même collection, finalement il n'y a pas grand-chose. Mais je pense que plutôt que de créer un musée pour dépenser encore des sommes folles, on pourrait envisager un partenariat avec l'association ou avec tous ceux qui travaillent pour la faïencerie. Et puis de mettre simplement à disposition un local, puis de s'organiser entre nous. L'initiative est là, le savoir-faire est là, l'excellence est là. Les bonnes volontés doivent être réunies demain pour mettre en exergue cette excellence et ce savoir-faire. On peut être fier de ce qui se fait à Rubel en la matière. Je voudrais également que dans l'embellissement de la ville, on soit très attentif au fleurissement de la ville. Ça ne coûte pas des milliers et des cents. On a des parterres qui ne sont pas forcément mis en avant, on a une petite place en Régui qui pourrait peut-être être agrémentée, on a des espaces, on a du mobilier urbain. Regardez les autres villes qui se sont mis dans la démarche des villes fleuries. Combien ça change? Simplement une ville haute en couleurs qui vit avec ses saisons. D'avoir quelques fleurs, quelques géraniums. Vous apportez déjà tellement votre concours pour agrémenter vos jardins, pour les décorer. Et vu toutes les attentions que vous portez, là déjà, tout le monde est dehors là en ce moment. Hein. On tond les pelouses, on regarde les bulbes, les primes verts sortent. Voilà, vous le faites. La ville doit vous accompagner aussi là-dessus. Et nous devons fleurir. Et je prends l'engagement peut-être, il faudra y travailler, à rentrer dans le dispositif des villes fleuries de France. J'ai travaillé dans une ville dans le passé qui n'avait pas 4 fleurs, mais qui avait la fleur d'or. Alors le top du top. Mais là c'était un maire qui ne voyait que par les fleurs. Il était peut-être Guillaume Joël, fleuriste dans une vie antérieure, mais en tout cas c'était quelqu'un qui, quand on arrivait sur la ville, était une ville simplement exceptionnelle, parce que les fleurs étaient tout le temps présentes partout. Ça, c'est pour l'authenticité de notre ville. Vous avez bien compris l'avenir, vous avez compris le présent. Mais travailler sur notre ville, sur sa mémoire, sur son patrimoine, c'est l'avenir. Si on préserve notre patrimoine, si on préserve nos valeurs, alors on s'engage sur l'avenir. Si on oublie notre patrimoine, si on oublie notre culture, alors on rate la marche de l'avenir. Mesdames et messieurs, nous avons des dossiers, et le troisième défi, et pour moi l'un des plus éminents, c'est celui de l'école. Notre école est tout à fait remarquable, comme toutes les écoles de la République. C'est un sanctuaire, c'est un lieu qu'il faut protéger. Sauf que cette année, en 2014, nous avons l'obligation, comme toutes les villes de France et de Navarre, à s'infuser, pardonnez-moi l'expression, la réforme des rythmes scolaires. C'est pas vous qui l'avez voulu, c'est comme ça. Beaucoup de villes, l'immense majorité, n'étaient pas prêtes pour l'aménager à la rentrée 2013-2014. Aujourd'hui, nous avons obligation de mettre en place ce dispositif, cette réforme des rythmes scolaires. Un immense travail a été engagé par la municipalité actuelle. Un immense travail de concertation, d'écoute auprès des parents d'élèves qui sont nombreux ce soir. Un travail de préparation, même si tout n'est pas encore ficelé, parce que c'est tellement complexe à organiser cette année. Pardonnez-moi de vous le dire, cette réforme est une réforme peut-être complexe, mais je vous le dis comme je le pense, c'est une réforme absurde. Peu importe, je le dis comme je le pense. Il y a un moment où il faut arrêter l'eau tiède. Il faut dire les choses. Les maires se trouvent en première ligne à devoir assumer une réforme qui va vous coûter et qui va nous coûter extrêmement cher, qui n'est pas forcément sur le plan pédagogique extrêmement opérationnel pour nos enfants. C'est une réforme absurde. J'aurais préféré, je ne suis pas au gouvernement, donc je ne veux pas la ramener non plus, mais qu'au moins on travaille sur le contenu, sur les programmes. Pour tant d'enfants qui sortent du système scolaire en France, qui maîtrisent mal la lecture, l'écriture et les mathématiques, j'aurais préféré qu'on densifie un peu plus le contenu sur ces éléments. Ça n'engage que moi, bien évidemment, peu importe. Nous avons, et nous sommes face à cette responsabilité. Nous devons donc ajuster les temps périscolaires lorsque la programmation sera mise en place, de l'ajuster à la rentrée en fonction des besoins. Il faudra maintenir évidemment, c'est un peu des lieux communs, une interaction extrêmement forte avec le rectorat et avec l'éducation nationale, qui sont nos partenaires. En 2 mots, accompagner le mieux possible la réforme des rythmes scolaires. Ça va être difficile au départ, il faudra s'adapter. Il faudra s'adapter pour les familles, il faudra s'adapter pour les enseignants, il faudra s'adapter pour les enfants. Nous avons, comme pour la ZAC, l'obligation de réussir cette réforme. Il faudra le faire en étroite concertation avec tous. Nous avons un autre sujet pour l'école, c'est le projet d'extension. Vous savez qu'avec la ZAC, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un projet
d'extension d'écoles. La question était la suivante, faut-il déménager l'école dans la ZAC? La réponse pour le moment n'est pas favorable sur ce point-là. Faut-il maintenir l'école telle qu'elle est aujourd'hui et en créer un petit bout là-bas? Bonjour pour les familles quand elles auront à déposer un enfant en CE1 et l'autre en des petites sections de maternelle, ça va être un peu compliqué. Le projet qui semble être retenu est celui de l'extension de l'école. C'est un projet important, c'est un projet difficile, c'est un projet magnifique, parce que créer une école ou l'agrandir, c'est bon de faire une école. Je crois que pour un élu ou pour un maire, réaliser une école, c'est quelque chose d'emblématique. C'est très beau d'aménager une voie, mais une école, ça a quand même de l'allure. Donc il faudra réussir ce dossier-là et ce pari. Je voudrais, et ça c'est unanime, parce que ça a été fait dans ce mandat-là par la municipalité, ça a été repris par beaucoup de candidats également, je l'ai appelé sous un autre vocable, parce que c'est du bon sens. C'est de mettre en place vis-à-vis de l'école une nouvelle convention d'objectifs et de moyens. On appelait ça une charte scolaire, on peut l'appeler comme on veut. C'est quoi? C'est déterminer au début du mandat un socle irréversible de moyens qui sont inscrits au budget chaque année, dédiés pour l'école. S'il y a besoin de réajuster, on réajuste à la marge. C'est de poursuivre cet élément qui était de bon sens. Les éléments dont je dispose aujourd'hui me disent que les enseignants et l'école a parfaitement fonctionné avec cette charte, ou en tout cas on l'appelait charte, avec cette convention d'objectifs et de moyens. Il faudra veiller, et ça j'y tiens, parce que cette réforme-là, à ce que tous les enfants aient un accès égal aux activités périscolaires et aux coûts. Mesdames, Messieurs, ça va être 60 000 euros à peu près, la réforme, 60 000 à peu près. L'État va nous donner par enfant à peu près 50 euros. Le compte n'y est absolument pas. Le reste, c'est pour nous. Et il y a un maire de Lyon, Gérard Collomb, maire socialiste, c'est-à-dire plutôt enclin à soutenir l'équipe en place, qui a écrit dans les colonnes d'un fameux quotidien que ça lui coûtait 700 000 euros par an. Et qu'aujourd'hui, face à son budget, il en était étranglé. Et qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait demander une participation supplémentaire, comme dans beaucoup de villes, aux familles. 20 euros. Alors on y va. Vous n'avez pas choisi la réforme, je le dis pour les parents d'élèves. Vous avez des frais de scolarité, mais qui sont ce qu'ils sont. Parfois c'est la cantine, parfois c'est ça, parfois c'est encore autre chose. Il va falloir qu'on en rajoute peut-être une couche, qu'on fasse participer les familles, 20 euros. Alors on m'a dit oui, mais si les activités sont intéressantes, je suis prêt finalement à participer un peu. Bien sûr, mais est-ce que tout le monde le pourra? Il faudra veiller à cette égalité pour tous les enfants d'accès aux activités périscolaires. De la même façon, je sais parce que je l'ai vu dans d'autres écoles qui ont mis en place la réforme, il faudra préserver l'espace classe. Je sais qu'elles pourront se situer, ces activités, en dehors, elles pourront se situer ici, elles pourront se situer ailleurs. Si elles doivent se situer dans les classes et qu'un intervenant vient, il faudra préserver la classe. Parce que la classe, quand un enseignant vient, j'ai fait une année, moi, en tant qu'enseignant, j'ai tenu qu'une année. Non, c'était formidable, mais on tient à sa classe, elle est organisée de telle façon qu'il y a une construction pédagogique pour les enfants, qu'il y a des effets qui sont proposés. Il ne faudrait pas que quand il y a une activité périscolaire, tout soit ça perturbé. Il faudra protéger l'espace de la classe et les effets de chacun. De la même façon, il faudra renforcer les passerelles entre la petite enfance et puis les tout petits, et ceux qui vont rentrer en maternelle. Ces passerelles existent, il faudra évidemment les améliorer. J'en parlais des tout petits. De la même façon, il faudra plutôt encourager la création de crèches familiales. J'ai vu que, effectivement, si les ressources le permettaient, de créer une maison, une crèche, peu importe comment nous l'appelons. Évidemment, il n'y a aucune hostilité de notre part, c'est simplement un problème budgétaire. Ça coûte très cher, mesdames et messieurs. Enfin, ça coûte cher. Quand c'est un besoin, il faudrait le faire. Bien. Néanmoins, il est difficile de s'engager aujourd'hui quand on n'a pas une lecture extrêmement précise de nos marges de manœuvre. Si évidemment nous les avons, c'est une solution à privilégier. Si nous ne les avons pas et dans un premier temps, nous devons favoriser peut-être la création et l'orientation des crèches familiales, de la même façon de densifier le réseau d'assistantes maternelles et puis d'étudier s'il y a besoin d'une structure, peut-être dans le cadre de la future ZAC des Trois Noyers. Nous en reparlerons. En tout cas, il y a quelque chose à faire sur la petite enfance, parce que bien souvent, les familles qui ont des enfants à rubelle, pour pouvoir les faire garder, c'est extrêmement compliqué. Après la sécurité au sens large, après l'urbanisation, après le logement, après l'école, et bien justement, on va parler finances. Je n'ai jamais vu un candidat en France qui allait vous dire, vous savez, moi les finances, c'est pas mon sujet, je ne maîtriserai pas la fiscalité, ou alors je m'en fiche. Quant aux impôts, ben, s'ils augmentent, ils augmentent, s'ils baissent, ben, ils baissent. Il n'y a pas un candidat qui dit ça, pas un seul. Tout le monde va nous dire, on va maîtriser le budget.
Tout le monde. Je le dis, il faudra maîtriser les dépenses de la commune. Regardons-les dans le détail. Je me suis permis simplement de faire une petite analyse sur la base des comptes administratifs 2002-2008. Et je ne porte aucun jugement de valeur là-dessus, je dis simplement que nous avons une situation qui est une situation qui n'est pas difficile mais qui est contrastée. Et que si on n'est pas le paquet là-dessus, tout ce que je vous ai dit avant, pour avoir toutes les bonnes volontés du monde, ça ne pourra pas se faire. Qu'est-ce qu'on observe? On a observé que sur ces dernières années, les charges augmentaient plus que la recette. Ça ne suffit pas. Nous avons observé que, mais parce que c'était une nécessité sans doute, que les charges des personnels étaient en forte croissance. Nous avons observé que l'autofinancement, c'est-à-dire l'argent disponible pour pouvoir ne pas recourir à l'emprunt et dégager peut-être des actions, cet autofinancement, pour des raisons qui doivent s'expliquer, était légèrement en baisse également. Nous avons observé que nous avions une fiscalité qui était élevée. Mais le potentiel fiscal n'est pas atteint. Sur une échelle de 100, on est à 88,8, donc pas loin de 90. On a encore une flexibilité, mais elle est élevée. Elle est élevée quand on la compare à d'autres villes de la même strate, ou sur même ce qu'on appelle un ratio type. Elle est élevée parce que Ruben a un fort potentiel fiscal. En revanche, elle a aussi un endettement par habitant élevé, je vous ai indiqué les chiffres, à peu près de 839 € contre 596 si on comparait sur des villes de la même strate. Je dis qu'il n'y a pas de signe d'inquiétude, je dis que la situation est contrastée. Et le premier engagement qu'il faudra faire, c'est de regarder très précisément où en sont les finances de notre ville, quelles sont nos marges de manœuvre, qu'est-ce que nous pourrons faire dans l'immédiateté et de quelle façon nous pourrons faire des économies. Mesdames et messieurs, vous avez parfaitement compris, 2012, 2013, 2014, c'est 50 milliards d'impôts en plus. Est-ce qu'il faudra encore augmenter les impôts à Ruben? Allez, une fois de plus. Vous l'avez compris aujourd'hui, vous avez vu les finances publiques, 1500 milliards de dettes. Nous n'avons plus aujourd'hui, dans une époque révolue, nous ne sommes plus dans une époque révolue, vache de race. Les dotations de l'État, la DGF, va baisser. Les engagements du département, de la région vont baisser. Les rentrées vont baisser. Et par contre, les dépenses vont continuer à augmenter. L'école, un forme de rythme scolaire. Tout baisse, mais nos dépenses augmentent. Comment on fait? Il va falloir donc soit augmenter l'emprunt, donc alourdir l'endettement, soit augmenter les recettes, ça c'est la fiscalité. Il faudra probablement travailler sur la diminution des dépenses. Il faudra contenir les dépenses de fonctionnement, en procédant probablement, pour des astuces qui sont très simples, à la renégociation, quand c'est possible, de tous les contrats que nous avons, les contrats des achats, même les petits contrats, et peut-être d'essayer leur mutualisation. Il y a des pistes d'économie. Quand on économise sur un contrat qui nous coûte 20 000 € par an, j'ai dit un exemple, et quand on arrive à le renégocier ou mutualiser qui ne nous coûte plus que 12, on a fait une économie de 8. Et ces 8, on peut les mettre dans autre chose. Et on peut faire de l'économie. Il faudra maintenir les investissements. Les investissements sur les équipements sont importants. Il faudra les maintenir. Les investissements de façon pluriannuelle. L'enveloppe d'investissement de la ville, c'est 913 000 € au budget 2013. Dépenses de fonctionnement, 1,7 million. Il faudra poursuivre cette politique d'investissement, mais de façon pluriannuelle. On ne pourra pas faire tout de suite et n'importe comment. Il faudra compenser toute nouvelle dépense par une source d'économie ou par une recette. C'est-à-dire que quand on crée quelque chose et que ça va coûter cher, il faudra le faire à condition qu'on gage sur une économie qui permette que l'on se trouve à l'équilibre. Et non pas que l'on poursuive une route qui nous engage encore vers de la dépense de fonctionnement. Et donc vers de l'impôt. Et quand on ne peut pas remonter la pression fiscale, on passe à l'emprunt. Il faudra rechercher des pistes de ressources les plus diversifiées qui soient. On sait très bien que les recettes de l'État, les versements des subventions vont en diminution. Il faudra être astucieux. Nous prenons l'engagement de dédier un élu qui, indépendamment d'autres missions, sera en charge exclusive de rechercher tous ces financements. Ça peut être les financements État, ça peut être les financements régions, ça peut être les financements européens. Quelqu'un sera dédié spécifiquement pour aller chercher l'argent partout où il se trouve encore pour peu de temps disponible. Nous mettrons en place un programme de réduction des consommations énergétiques. Il y a un gros travail qui a été fait en la matière, il faudra le poursuivre. L'énergie, ça coûte cher. Il faudra voir de quelle façon on pourra économiser un petit peu tout cela. Il faudra réduire cette dette par habitant. Parce qu'au bout d'un moment, s'il arrive un imprévu, vous devez recourir à l'emprunt, vous limitez vos marges de manœuvre. Je ne dis pas que
parce qu'il y a un endettement qui est fort, on a mal fait les choses. Parce que vous savez, on travaille avec des partenaires qui sont très compliqués. Quand vous attendez des ressources, par exemple du FCTVA ou autre, ça arrive 12 mois, 14 mois après, mais vous avez engagé la dépense. Et pour couvrir cette dépense, si vous n'allez pas dans le tiroir-caisse, eh bien peut-être que vous avez, pour des problématiques de trésorerie toutes bêtes, eh bien vous avez fait appel à l'emprunt. Sauf qu'après, il y a des intérêts à l'emprunt, il y a un encours de la dette qu'il faudra diminuer. Et puis de la même façon, on le voit partout, c'est de faire établir, au-delà de ce que nous avons proposé là dans notre programme, de proposer, de faire établir en lien avec la trésorerie publique, pour que ça soit incontestable, indépendamment des comptes administratifs, une analyse financière extrêmement claire. Mais une fois qu'on aura fait l'analyse, moi j'attends des services fiscaux et des économistes qu'on nous fasse également des propositions. Au-delà de nous dire qu'il faut que la situation est telle qu'elle est, au moins nous proposer quelque chose. Avant de conclure, mesdames et messieurs, j'aimerais vous parler de Rubel, bien évidemment, mais de Rubel au sein d'un territoire. Et cette élection du 23 mars prochain, le mode de scrutin a changé, mais là aussi, pour la première fois, vous allez élire ceux qui seront vos représentants à la communauté d'agglomération. Elle vous paraît lointaine pour beaucoup, la communauté d'agglomération. Vous la connaissez pour les ordures ménagères, vous la connaissez pour 2-3 éléments, on n'en est pas forcément familier. Les communautés d'agglomération sont récentes, et il n'y a pas encore cette historique comme les villes, mais néanmoins, il y a là-bas à l'agglo des compétences qui ont été transférées qui sont fondamentales. La présence, et ça on le voit chez toutes les listes, et je fais confiance à chacune d'elles, d'être présent pour défendre nos intérêts à la communauté d'agglomération. Mais de le faire intelligemment, de le faire dans un projet de territoire, et de le faire en sorte que la connaissance de ces mécanismes, la connaissance de ces rouages, nous permet justement de faire bénéficier Rubel d'investissements qu'elle n'a pas suffisamment sollicités par le passé sans doute. En tout cas, la communauté d'agglomération, c'est 14 communes, 108 000 habitants, pour le moment dans les derniers chiffres. Rubel, 1800. Nous pesons 1,6% en termes d'habitants. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Quand vous arrivez dans une communauté d'agglomération, quand même vous êtes maire, ou conseiller communautaire, et que vous dites, hey, j'ai besoin d'investissement, oui, je représente Rubel, très bien, vous êtes combien 1,6, ok, je vais t'asseoir, calme-toi un peu. En réalité, pour pouvoir défendre les intérêts de notre petite commune, il faudra être véritablement armé. Puis c'est pas fini. Parce que la loi a été récemment modifiée pour les communautés d'agglomération et les EPCI de grande couronne. À partir du 1er janvier 2016, le périmètre minimal qui doit être le leur est celui de 200 000 habitants. Je vous laisse faire le ratio. Si on est à 1,6 aujourd'hui pour 108 000 habitants, combien pèserons-nous demain pour 200 000 habitants minimum? Et si à un moment on ne se regroupe pas avec les petites villes, et si à un moment on n'arrive pas à la communauté d'agglomération en découvrant comment ça fonctionne, on va perdre du temps. Et on va se faire bouffer. Je le dis comme je le pense. Ça veut dire que demain, il faudra être extrêmement présent là-dessus. Le mandat communautaire, ce n'est pas un mandat pour faire joli, mesdames et messieurs, comprenez-le bien. C'est le prolongement du mandat municipal. La présence dans la ville, comme la présence sur l'agglo, c'est un lien intelligent entre les deux. Il faudra demain être là. L'agglo, ça paraît très éloigné. Nous prenons l'engagement de transmettre aux habitants, et même au sein du conseil communautaire, pour tous les élus qui n'y siègent pas, toutes les décisions ou les orientations qui seront prises à la communauté d'agglomération. Pas uniquement ce qu'on doit décider, parce que l'agglo vote, puis d'un seul coup, dans une ville, il faudra qu'elle entérine. Elle a donné un avis, donc la ville donne son avis également. C'est pas seulement ça. On rentre d'un bureau communautaire, on rentre de la communauté d'agglomération, on sait où on s'oriente, on le dit à ses collègues, on le dit à ses amis, et on le dit aux habitants. L'avenir, c'est ça. Il faudra profiter à l'agglo d'une intelligence, de services support tout à fait remarquable. Je ne dis pas ça parce que j'y travaille, pas dans cette agglo-là, dans une autre, mais je sais qu'il y a une vraie expertise là-bas. Il faudra profiter de cette excellence. Si on n'anticipe pas, si on ne prévoit pas, à ce moment-là, on risque de rater l'exemple. Il faudra se mobiliser sur des dossiers structurants. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure, c'est en lien avec tout ce que je vous ai dit. L'aménagement des espaces, la ZAC, l'environnement pour les liaisons douces, le développement économique pour la zone d'activité, c'est un vrai sujet, les transports en commun pour leur fréquence et leur dessert. En tout cas, c'est une mobilisation dont nous prenons évidemment à cœur de la suite. Et puis évidemment, il y a tout ce qui se passe dans Rubel, il y a nos associations, il y a notre sport. Nous continuerons à les soutenir de la même façon, parce que c'est quelque chose de fondamental. Enfin, mesdames et messieurs, pour en conclure, c'est un lien de confiance et sincère que j'aimerais établir, que nous aimerions établir avec vous. Un lien de sincérité. Parce que nous voulons mettre en place, parce que les époques ont changé, une autre façon de faire, une autre façon d'être.
un autre mode de gouvernance. Je n'insulte personne quand je dis ça. Je ne dis pas que les autres ont mal fait, les autres feraient moins bien. Je dis que par nos personnalités, parce que nous sommes, parce que nous avons envie de faire, par l'adhésion que nous avons immédiatement auprès de vous, on a envie de poursuivre ce lien durable et sincère. Et de mettre en place une relation entre les élus et les administrés qui soit une relation sincère et transparente. On a besoin de se dire les choses. La communication et l'information, ça va très vite aujourd'hui. On ne cachera rien, on dira tout. Même quand les choses fâchent, même quand on se fait engueuler, ben c'est comme ça, on dira tout. Parce qu'on n'a rien à cacher, parce que c'est votre ville, parce que c'est notre ville. Je prends l'engagement, évidemment, avec tous ceux qui m'accompagnent, d'être à votre écoute, d'aller à votre rencontre, autant que je l'ai fait. Les quelques jours de campagne qu'on a passés, ceux qui vont encore durer jusqu'à l'élection, c'était un vrai bonheur, comme je vous l'ai dit en introduction, de vous rencontrer. J'aimerais poursuivre ça, bien évidemment, au-delà de l'élection. Ce n'est pas uniquement pour solliciter vos suffrages. Il y a aussi ça, je vois la sincérité, on est en élection, on ne va pas se mentir. Mais au-delà de l'élection, j'aimerais qu'on poursuive cette rencontre. Et j'aimerais qu'on apprenne à se connaître encore davantage. Je voudrais mettre en place un dialogue permanent, de rechercher des solutions pour chacun, quand on vous écrit, quand on vous répond, qu'on vous apporte évidemment l'information nécessaire, et d'organiser autant que possible une vie municipale qui soit ouverte, qui soit concertée sur tous les sujets qui nous intéressent. Je voudrais également dire un mot des services municipaux, parce que je suis peut-être candidat aujourd'hui, mais je suis leur collègue. Je travaille dans l'administration territoriale. Je sais le travail qu'ils accomplissent. Moi, dans mon agglomération, dans ma ville ou dans mes villes, j'ai toute la surface administrative pour pouvoir travailler. J'ai des juristes, j'ai des urbanistes, j'ai des financiers. Eux, dans cette petite ville, avec des enjeux tellement importants et des responsabilités qui sont les mêmes que pour les grandes villes, ils n'ont pas ça. Et pourtant, ils travaillent difficilement, quotidiennement, à faire en sorte d'être au service public. Je tenais simplement à leur rendre hommage. Il n'y a pas d'autres mauvaises pensées, ce sont pour moi des collègues, et je voudrais les saluer pour leur travail. Il y a toujours des choses à améliorer. Moi, j'aimerais que, justement, vis-à-vis de ces personnels, on ait simplement de la reconnaissance à leur égard. J'aimerais de la même façon mettre en place un plan qui vise à travailler sur leur sécurité, sur leur risque professionnel, à travailler sur leur évolution de carrière. Ce sont des fonctionnaires et des agents au service public qui méritent évidemment toute notre attention. C'est un engagement pour les services, et quand on s'engage pour les services, on s'engage évidemment pour la vie. Mesdames, Messieurs, en conclusion, si vous me permettez ce soir, je me permettrai juste une minorité de vous appeler mes chers amis. Vous l'aurez compris, notre liste n'est pas une liste contre les autres. C'est une liste pour Hubert et pour tous. Évidemment, on est en compétition. Évidemment, on est en concurrence. Évidemment, on défense dit des choses qui ne sont pas forcément aimables. C'est le jeu. C'est comme ça. On appelle ça une campagne. C'est pas pour rien. Bien. Mais néanmoins, je connais certaines personnes qui sont sur les listes, avec qui je conserve évidemment de l'estime et du respect. Ils ont fait leur choix, j'ai fait le mien. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Je ne suis pas plus légitime qu'eux, je ne suis pas moins qu'eux. Et donc, nous ne sommes pas contre eux, nous sommes simplement pour eux-mêmes. Que chacun comprenne ce que je veux dire par là. Avant de répondre à vos questions, je tenais simplement à vous dire un mot. Je voulais vous dire que j'aborde cette échéance calmement. Je l'aborde avec enthousiasme, je l'aborde avec confiance, mais aussi avec beaucoup d'humilité. C'est un effort que de venir à vous ce soir. Je suis très honoré, un peu ému, parce que c'est un élément important de vous avoir devant, parce que cet engagement engage totalement ma personne, engage ma famille, tout ça n'est pas neutre. Et donc par définition, c'est un moment exceptionnel pour moi. Et je voulais vous le dire que je vous en suis infiniment reconnaissant. Alors mesdames et messieurs, il vous reste 9 jours. 9 jours pour faire le bon choix. 9 jours peut-être pour dire autour de vous qu'il existe une troisième liste à Roubaix, une liste qui est une véritable force, une liste qui est libre et indépendante, une liste qui se veut d'union et de rassemblement, une liste d'hommes et de femmes que je vais inviter tout à l'heure à me rejoindre, parce que vous les avez vus 5 minutes comme ça, vous les avez vus en photo, il faudra les voir en vrai, ça vaut le coup. Ils sont formidables. 9 jours pour le dire autour de vous, 9 jours pour vous dire que c'est possible, 9 jours pour échanger encore entre nous, jusqu'à la dernière minute, 9 jours peut-être pour convaincre, 9 jours pour tout changer, 9 jours simplement nous séparent peut-être pour réussir ce que j'appelle ensemble notre belle ville de Roubaix. Merci infiniment de votre attention. Je vais procéder simplement comme il se doit à des échanges. Vous pouvez vous exprimer totalement librement, poser... Bien, Paul. Bien.
C'est parce que je disais que c'était engageant pour moi et ma famille, il a compris. Donc il est venu. Bon, laissons-le. Voilà. C'est bien, il se promène, il va monter, il va tout à fait à son aise. Voilà. Oui, mais je suis maintenant. Hein, parce que maintenant j'ai assez parlé. Et c'est aux Rubellois et aux Rubelloises de parler. D'accord ? Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez des questions? J'imagine que oui. J'imagine que non. Non, ça m'étonnerait. La première est toujours difficile. Oui, c'est moi. Monsieur. Bonsoir, monsieur. C'est pas en plus, monsieur. Je vais vous répondre très directement là-dessus. C'est une question essentielle. Tous ceux qui m'ont rejoint ou qui ont monté cette liste ont tous pesé ce que cela impliquait. D'abord en termes d'engagement, sincérité auprès de vous, sur leur plan professionnel. Alors je vous dis la question. Monsieur me posait la question suivante, pardonnez-moi. Je voulais savoir si, dans la liste qu'il la voit, il y a simplement 4 retraités. Le reste, ce sont des personnalités, des personnes, actives. Et il me disait, est-ce qu'ils ont bien mesuré sur le plan professionnel, est-ce que demain, ils pourront s'appliquer complètement dans les missions qui pourront être les leurs? Et donc je répondais à monsieur pour dire que chacun dans notre équipe avait parfaitement mesuré ce que cela signifiait. Je pense qu'il faut le laisser parce qu'au bout d'un moment, voilà. Non, non. Ça ne sert à rien, parce que sinon il va tout contester. Donc, ça, les jeunes d'aujourd'hui. Hein. Vous imaginez? J'aurais jamais fait ça, moi, mes grands-parents, mes parents. Maintenant, c'est comme ça, c'est la nouvelle génération. Voilà, on chante, on commande tout. Pardonnez-moi, monsieur. On a tous mesuré, tous pesé cet élément-là. Nous avons tous regardé professionnellement les incidences. Nous avons tous mesuré. Il y a des dispositions qui peuvent être prises en fonction des conventions collectives ou pour les agents de la fonction publique, qui visent à dégager en fonction des missions qui sont dédiées des crédits d'heures pour pouvoir être disponibles. Pour ma part, je vous le dis ici, si demain les Rubellois me faisaient confiance, si demain le Conseil me choisissait à la tête de la ville, parce qu'il y a la communauté d'agglomération, parce qu'il y a la ville de Ruben, parce qu'il y a des enjeux importants, je mettrais entre parenthèses totalement, complètement, parfaitement ma vie professionnelle. Les choses sont parfaitement claires. Ça a été fait de la même façon pour l'ensemble des membres de la liste. On en a parlé clairement. Beaucoup avaient hésité. Ils en ont parlé également avec leur chef de service, avec leur employeur. Et puis ils en ont parlé aussi avec leur famille. Si vous n'avez pas l'adhésion de votre mari, de votre épouse, de vos enfants, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, c'est parfaitement identifié et totalement mesuré. Je vous remercie. Je ne vous ai pas entendu, madame, pardon. Je regrette que ce n'est pas quelqu'un, un représentant culturel dans notre liste. Je le regrette aussi, madame. Mais vous savez, qu'est-ce qu'on a cherché? On a d'abord cherché des compétences. C'est très juste, madame, ce que vous dites, parce que le vieux Rubel, c'est le vieux village. Et on l'aime tout autant que les autres quartiers. J'aurais aimé quelqu'un du vieux village nous rejoindre. Ça n'a pas pu se faire. C'est pas une ségrégation de ma part en disant il est hors de question que je prenne quelqu'un du village. Il n'y a pas de problème là-dessus. Néanmoins, la première démarche, dans le premier quartier que nous sommes allés voir, c'est le vieux Rubel. Nous sommes allés vous voir, nous sommes allés voir tout ce patrimoine. Pour nous, c'est Rubel au sens large. Et donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de représentant. Mais vous savez, j'habite dans la résidence dite des Kaufmann, la seule qui n'a pas de nom. Mais demain, quelles que soient les responsabilités. Oui, mais c'est pas marqué. On l'appelle tous les Kaufmann. Ah oui, madame Caron, c'est embêtant. Moi, j'attends, comme les pommiers qui ont fait un super truc sculpté, moi, j'attends qu'on nous fasse quelque chose de beau, le Val Pranin. Ah, mais ils l'ont pas, on va le faire tout seul. Si vous avez un peu de talent et un peu de temps, je suis d'accord. Pour vous répondre, madame, c'est pas parce que j'habite le Val Pranin ou la résidence des Kaufmann que je serai élu demain à défendre davantage les intérêts de la résidence des Kaufmann et du Val Pranin. Nous sommes tous ici dans un intérêt qui est dans l'intérêt Rubel dans sa totalité. Je comprends parfaitement ce que vous m'avez dit, mais ça ne dépendait pas de moi. Il n'y a aucune ségrégation à l'égard du vieux village, bien évidemment. C'est tout le contraire, par définition. What else, comme dirait l'autre? Madame. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les
Mon Dieu. Non, non, mais vous avez parfaitement raison, pardonnez-moi. Si, non, j'en ai parlé pour les aînés, c'est un élément important, je ne l'ai peut-être pas mis dans les éléments de discours. La sociologie de Rubel démontre qu'il y a des personnes âgées en nombre dans notre ville. Des hommes et des femmes, des couples. Je l'ai évoqué tout à l'heure sur le fait qu'on était parfois dans l'isolement, qu'il n'y avait pas forcément toujours des animations dans notre village. Parce que notre village, vous disiez, madame, c'est vieux Rubel, et puis après ça s'est construit avec des résidences, des îlots qui ont été juxtaposés. Mais ils n'ont pas de lien entre eux, pas nécessairement. Les ponceaux, c'est les ponceaux, les pommiers, c'est les pommiers, le vieux Rubel, c'est le vieux Rubel, et puis le reste, c'est le reste. Pardonnez-moi, je ne peux pas le citer tous. Il y a Val Rubel, bien évidemment. Pardonnez-moi. Il y a Val Rubel, bien évidemment. Et il n'y a pas forcément de lien entre elles. Et le lien qui existe entre les Rubellois, c'est parce qu'ils l'ont créé par amitié. Donc, nous proposons notamment, il faudra voir de quelle façon nous pourrons l'organiser, la création d'un petit pôle de vie, justement, pour échanger, pour se retrouver. Moi, j'ai vu des gens qui me disaient, moi je joue aux cartes, est-ce que je ne pourrais pas jouer aux cartes avec mes amis? Alors, elle jouait sur Internet, la pauvre dame. Elle risquait des choses en plus. Voilà. Mais simplement pour échanger. Je sais que le Belle Amitié fait des choses formidables, mais il faudrait peut-être avoir un lieu un peu plus fixe, quelque chose où on pourrait se retrouver. C'est pas nous, élus, qui demain pourront vous dire on vous organise à telle heure un thé dansant, on vous organise tel truc, c'est à vous de dire ce dont vous avez besoin. Mais là, nos engagements, c'est effectivement auprès de nos aînés, d'être beaucoup plus attentifs à eux, et puis d'organiser effectivement ces éléments de génération, d'être très attentifs à leur isolement par moment, à leurs déplacements lorsqu'ils sont difficiles, et pour l'animation de notre ville, d'essayer de voir de quelle façon nous pourrions mettre en place un lieu qui leur serait proprement dédié, simplement pour être ensemble, pour échanger, et puis même d'aller plus loin. Il n'y a pas que les aînés d'un côté et les petits-enfants de l'autre. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à avoir un lieu de vie un peu intergénérationnel, où de temps en temps, des dames ou des messieurs qui ont un certain âge pourraient apporter un concours sur la lecture à des histoires pour des enfants? Est-ce que de temps en temps, les enfants, cette rencontre intergénérationnelle est formidable? Il faudra la faire vivre. Voilà, madame, une esquisse de ce que nous pourrions faire. Ça ne peut pas être un engagement ferme aujourd'hui parce que ça dépend de vous, de ce que vous souhaitez, ça dépend des dispositions, mais voyez le cap que nous suivons, les visions est parfaitement identifiée. J'ai vu qu'il y avait un monsieur tout à l'heure, mais il non. Pour une autre question? Non? C'est commissaire-priseur, là, mais... Monsieur? Vous pouvez parler un petit peu plus de vous, quelle est la communauté d'aglo qui vous emploie? Oui. Est-ce que j'ai vu sur Facebook, vous avez un certain nombre d'amis qui sont à l'UMP, nous avons 3 listes qui eux-mêmes ont des élus de l'UMP. Si jamais il y a un deuxième tour, est-ce qu'il y aura une fusion? Est-ce que vous allez vous rapprocher de M. Serrailly, qui revendique un certain nombre d'appuis? Tout à l'heure, vous avez dit que vous refusiez tout type d'appui. C'est pas que je refuse des appuis, monsieur, c'est que j'en ai pas. Il faut reconnaître les choses comme elles sont. Je refuse d'appui de personne. En même temps, le fait d'avoir des appuis, vous savez, j'ai fait beaucoup de campagnes avant, mais pour des élus, je sais combien les appuis sont ce qu'ils sont. Ils sont très sincères pour les gens qui, généralement, les démontrent. D'autres sont plus ou moins artificiels. Ça signifie quelque chose. C'est un appel à une identification, peut-être à un marquage plus fort. Et puis, encore une fois, ce réflexe aussi partisan de dire bah, j'aime bien la personne qui nous soutient, ça donne un élan. Pour vous répondre, je travaille dans une communauté d'agglomération en Essonne, sur 3 villes du territoire de l'Essonne, que sont Draveil, Montgeron et Vigneux-sur-Seine. Une communauté d'agglomération qui s'appelle Sénart Val-de-Seine, quand ici elle s'appelle Melun Val-de-Seine. Voilà. C'est une communauté d'agglomération qui comporte environ 90 000 habitants, qui est, comme Melun Val-de-Seine, soumise à une réforme extrêmement importante de son périmètre. Nous allons passer de 90 000 à peut-être 234 000 en 2016. Ça veut dire des mutualisations de services, ça veut dire plein de choses. En tout cas, je suis très fier de travailler là-bas, à cette communauté d'agglomération. Je suis en charge, comme je vous l'ai dit, de la cohésion sociale, c'est-à-dire de la politique de la ville, de la rénovation urbaine. C'est un dossier important et lourd, parce qu'il y a 8 quartiers prioritaires, vous savez, ces fameuses zones urbaines sensibles, ces quartiers dits difficiles. Alors on fait beaucoup de rénovation urbaine, c'est-à-dire on travaille sur le bâtiment, l'architecture, mais on travaille aussi beaucoup sur l'humain, parce qu'il y a des situations très complexes en termes de violence, en termes de drames qui sont absolument épouvantables par moment. En même temps, il y a quelques lueurs, quelques chaleurs dans ces quartiers. Voilà, j'y travaille. Je travaille également sur l'habitat, sur toutes ces problématiques d'habitat et de ventilation d'habitat sur le territoire. L'animation socio-culturelle, on a plusieurs entités d'animation socio-culturelle sous ma direction. Pour vous répondre directement, effectivement, sur Facebook,
il n'y a plus aucune pudeur dans ce monde, décidément. On a une petite page qui illustre vos amis. Et vous avez raison, je vous le dis ici en toute sincérité, j'ai travaillé avant de rejoindre la fonction publique territoriale auprès d'élus qui étaient des élus UMP. J'étais collaborateur parlementaire d'un député qui ne l'est plus aujourd'hui, qui s'appelait Pierre Lasborg, qui était député de la 5e circonscription de l'Essonne. C'était le plateau de Saclay et Vicy-sur-Yvette. Sur le plan personnel, je n'aurais pas joint un parlementaire aujourd'hui si je n'épousais pas une partie des convictions. Cette position n'engage absolument que moi, et pas ma liste, et pas la liste, et non pas les autres politiques qui peuvent avoir une sensibilité différente, on en a parlé entre nous, pas forcément opposée, mais totalement différente. Il y a des gens qui, chez nous, la politique, c'est pas leur sujet. Ils n'ont aucun encartement partisan, c'est pas leur truc. Ce qu'ils veulent, c'est simplement être utiles. Il y en a d'autres qui ont une sensibilité politique, sont peut-être sympathisants d'un courant, d'autres sont partisans. Moi, je n'appartiens pas directement à une famille politique, j'y suis lié, je suis de sensibilité gaulliste, et je le revendique comme tel. C'est ma sensibilité naturelle, c'est l'histoire que j'ai retrouvée. Je n'ai pas connu le général de Gaulle, pardonnez-moi, mais j'étais sensible à l'histoire de notre pays, j'étais sensible à l'appel, j'étais sensible à cette philosophie, j'étais sensible parce que, comme d'autres, comme beaucoup, nous avons une passion pour notre pays. Donc je revendique cette appartenité gaulliste. L'UMP, c'est un parti politique, c'est autre chose, mais je me situe sur l'échiquier de cette façon-là. Est-ce que j'ai répondu à la totalité de ce que vous souhaitez? En référence à la Corse? Non. Vous aviez parlé de M. Serrini tout à l'heure. Et je dois vous répondre aussi pour être tout à fait complet par rapport à votre question. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je l'ai répété peut-être plusieurs fois de façon mécanique, dans 9 jours, il y a un premier tour. Nous verrons le premier tour. Les Rubellois doivent d'abord se prononcer. Je ne pourrais pas arriver aujourd'hui, en conscience, pour vous dire, vous savez, Rubel, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais vous savez, derrière, entre nous, on est en train de négocier un truc, etc. Nous avons, avec M. Serrini, des parentés à nous retrouver peut-être sur un terrain d'entente politique, j'entends, hein, je ne parle pas de liste là, je parle de mouvement d'idées. Il y a des choses aussi qui nous séparent, qui nous ont séparés, nous avons des rapports qui sont ce qu'ils sont, qui sont complexes, mais qui sont ce qu'ils sont, je ne porte aucun jugement de valeur. Je ferai campagne jusqu'au dernier jour et la dernière seconde. Les Rubellois s'exprimeront, et en fonction du choix qui sera le vôtre, nous prendrons une décision. S'il y a des mains qui se tendent vers nous, nous regarderons tout ça. Mais on n'est certainement pas ici en politique. Il y a des représentants de M. Serrini ici, des représentants de Mme Lefebvre. On n'est pas là devant vous à vous parler d'une sincérité et déjà d'envisager des négociations comme des marchands de tapis. J'ai trop de respect pour le suffrage populaire des Rubellois pour qu'on envisage ici publiquement ou dans nos têtes de se mobiliser sur une fusion quelconque au deuxième tour. On n'en est pas là. Moi, j'ai l'esprit mobilisé sur une campagne, il y a 9 jours, je ferai campagne pendant 9 jours, et nous verrons en fonction du résultat, l'état d'esprit, l'espérance de vie des listes, et la façon dont les choses pourraient s'organiser. M. Serrini fait campagne, admirablement, Mme Lefebvre aussi, ils vont jusqu'au bout de cette campagne, nous verrons tout cela en temps voulu, s'il est nécessaire que nous le voyions, par définition. Mesdames et messieurs, autre question? Monsieur. Bonsoir, monsieur. Nous sommes voisins, nous ne nous connaissons pas. Encore? Moi, ce que je souhaitais savoir, parce que là, quelques temps que j'ai écouté pendant une heure et demie ce soir, et je m'aperçois que vous parlez de M. Serrini, j'ai l'impression que c'est un copier-coller de ce que propose M. Serrini dans le programme. Donc, puisque vous en parlez, c'est d'abord savoir concrètement, quelles sont les différences qui va falloir faire un choix avec vous, entre vous, par exemple, Mme qui a autre chose. Je vais vous rassurer, je n'ai pas l'habitude d'un copier-coller. Je me suis inspiré, ça fait des semaines et des mois que je regarde quels sont les enjeux de la ville. Ce n'est pas un copier-coller sur personne. Personne n'est propriétaire d'une idée. Personne n'est propriétaire d'un enjeu. M. Serrini a élaboré son programme comme Mme Lefebvre en fonction d'un paradigme, d'une vision qu'ils avaient pour la ville. Je l'ai dit à plusieurs reprises sur beaucoup de sujets, il y a des convergences. Comme M. Serrini, comme Mme Lefebvre, nous dit qu'il y a urgence de mettre en place un giratoire sur la route de Lagny en Nantes de Voisenon, c'est pas parce qu'il y en a le premier qui parle qu'il a une propriété sur cette idée-là. Personne n'est propriétaire de cette idée-là. Et donc, par définition, il n'y a pas de copier-coller, il y a des points de convergence, il y a des points aussi, non pas nécessairement de divergence. Le choix que devront faire les Rubellois est le suivant. Vous avez 3 listes qui sont aujourd'hui
en compétition. 3. C'est bien pour une première élection de ce type-là. Donc le choix, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand on ne regarde pas le fond des propositions du projet, on risque de porter son choix sur des choses qui sont plus subjectives. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à regarder les différentes personnalités qui sont à la tête des listes, celles qui les composent, ce que vous avez envie pour votre ville, qui vous semble-t-il être le mieux armé demain pour poursuivre cet engagement-là. Si c'est M. Serrini, c'est M. Serrini, c'est Mme Lefebvre, c'est Mme Lefebvre, si c'est moi, c'est moi. Mais là-dessus, il n'y a pas de sujet. La différence, c'est pas moi qui vais dire quelle est la différence entre M. Serrini et moi, Mme Lefebvre, sur les rues moi, comment dire. Ils ont tous reçu dans la boîte aux lettres, on est tous venus, sonnez au port, bonjour, c'est nous. Bon, moi je pense que maintenant ils se sont fait une idée. Ils vont regarder les programmes et certains vont dire, peut-être comme vous, bah, écoutez, il est bien gentil ce monsieur, il m'a saoulé pendant 1h30, mais c'est un copier-coller, M. Serrini, il ne vote pas pour lui. D'autres personnes vont dire, moi j'avais fait mon choix, je voterai plutôt pour Mme Lefebvre parce que je la connais depuis longtemps. Puis d'autres vont me dire, bah, je préfère un peu ce profil-là parce que ça me parle sur des choses qui sont un peu plus subjectives, et puis parce que dans la proposition qui sont les nôtres, il y a peut-être des choses qui vont attirer leur attention plus que sur d'autres. C'est pas à moi de vous dire la différence entre M. Serrini et Mme Lefebvre et moi. J'aurai le droit de le dire. Et ils le diront dimanche prochain, dans 9 jours. Et à ce moment-là, leur choix sera parfaitement là-dessus. Madame. Oui. Route de Mont, il y a deux membres, peut-être la troisième quand on aura une constitution. De l'autre côté, aucun feu. Je pense qu'il y a des champs. S'il y a un giratoire, c'est prendre aussi la terre pour faire un giratoire. Pourquoi pas revenir au bon vieux feu comme avant pour mettre à ce carrefour. Ça serait peut-être plus rapide. Et de l'autre côté, il y en a deux, peut-être trois, de l'autre côté, il n'y en a pas. Vous avez peut-être raison, madame, je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas expert là-dessus, j'imagine quand même la difficulté avec un feu, vu le flux de circulation. Regardez, en même temps, je vous donne raison. Quand vous êtes à l'entrée de Melun, vous savez, juste avant d'aller au champ de foire, que vous venez, vous passez à 90, vous arrivez, il y a des embouteillages, matin et soir, pourtant il y a des ronds-points, et Dieu seul sait que les ronds-points à Melun, dans ce moment-là, ils sont immenses. Avant, avec un carrefour, c'était pénible. Ça permet d'avoir quand même une fluidité de la circulation, ça permet de rompre la vitesse. Je crois qu'aujourd'hui, on en est revenu au système du feu qui devrait arrêter les choses. Je ne suis pas expert, encore une fois, en génie civil. Je pense que le giratoire serait quand même mieux approprié. Mais si jamais les experts nous disent demain que, madame, à la réunion publique, vous aviez parfaitement raison, et que le feu, pour toutes les raisons, les paramètres de sécurité, d'aménagement, de fluidité de circulation, c'était un feu qu'il fallait mettre, on mettra un feu. Et, objectivement, je pense que c'est aujourd'hui quelque chose d'inapproprié, d'abord parce que le feu, on peut le griller, donc il peut y avoir un problème. C'est un peu compliqué. Ce serait une petite voie, madame, comme il en existe dans les villes, pourquoi pas. Là, vu la densité de circulation, et ça ne va pas s'arranger, parce que ça se verse des autoroutes de là-haut, je pense qu'un giratoire, c'est peut-être plus approprié. Maintenant, je ne suis pas expert. Oui, il y a deux feux. Mais de la même façon, le feu est historique parce que c'était un croisement. Est-ce qu'il est intéressant de mettre un giratoire ici? Je pense que, vous savez, un giratoire, ça coûte non seulement très cher, il faut des tas d'études. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la priorité? Si je devais choisir un aménagement entre les deux, je pense que c'est de sécuriser la route de la ville. Après, sur la route de Meaux, là-haut, on est sur une côte, il y a un feu, la vitesse est de 70, puis de 50 à partir du feu. On n'a pas la même pression en termes de circulation que nous l'avons sur la route de la nuit. Mais encore une fois, madame, très humblement, je ne suis pas expert là-dessus, et les études pourront nous dire probablement ce qu'il en est véritablement. Rotex? Espresso? Justement, monsieur, madame. sur la route de Meaux, avec le nombre de poids lourds qui passent, Oui. ces routes, on arrivera un jour à pouvoir avoir une jolie entrée de ville. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, madame, bon, les camions, il y en a beaucoup, ça ne nous empêchera pas d'avoir une belle entrée de ville. Mais ça peut le dénaturer, vous avez raison. Et puis il y a de la pollution. Un gros véhicule qui passe à côté, vous allez mettre des fleurs, elles vont souffrir. Bien. Mais néanmoins, on va pas organiser la ville en fonction d'un poids lourd. Le vrai sujet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons des solutions à l'intérieur de la ville et de façon partenariale avec le Conseil général, notamment pour des aménagements qui visent à sécuriser la circulation. Mais il faudra régler le problème qui est sous-jacent à tout ça, qui est celui du contournement de Melun, qui est celui de ce projet du barreau, qui risquerait de faire déverser un flux de circulation supplémentaire absolument invraisemblable sur notre ville. C'est un dossier qu'il faudra prendre à bras-le-corps. Donc, madame, en reprenant les fleurs et les poids lourds, vous avez raison dans l'immédiat,
Il ne faudra pas faire n'importe quoi si tout est détruit, mais vous voyez que c'est d'abord une solution qui peut être, j'allais dire, immédiate, que l'on peut trouver à l'échelle de la ville, mais trouver à l'échelle du territoire. Mais ça ne nous empêche pas aujourd'hui d'essayer d'embellir la ville. Encore une question ou bien c'est fini? Ah, monsieur là-bas, pardon. En fait, j'ai une question au niveau des transports en commun. Oui. J'habite à côté de la résidence des Fonceaux. J'ai vu qu'il y avait un arrêt de bus qui avait été fait. Et en fait, par contre, j'ai vu les horaires. Pour aller à l'école et les commerces, c'est pas très pratique. Les commerces à Melun? Oui. Il n'y a que 2 ou 3 passages par la journée. C'est la ligne G. Effectivement, non. Nous avons une ligne à Rubel qui dessert effectivement le quartier que vous habitez, à la ligne G. Les Rubellois ont fait valoir qu'il y avait parfois 2 choses qui leur posaient problème avec les transports en commun, c'est la fréquence, vous en parlez, et puis la desserte, parce qu'on se promène pour y aller. Puis après, il faut revenir. Et quand on voudra avoir une vision un peu environnementale et économiser un petit peu les places de stationnement quand on arrive à Melun pour éviter de payer le parking, si on peut bénéficier d'une offre de transport qui nous amène à Melun pour faire quelques courses ou aller faire quelque chose et nous ramener à la maison, ça serait mieux. Il faudra revoir ce dossier au niveau de la communauté d'agglomération pour voir de quelle façon on pourra améliorer la desserte et la fréquence. Je vous le dis aussi, parce que je ne suis pas forcément en charge de ce dossier-là, mais je le sais par d'autres collègues, ces aménagements sont longs, ces aménagements sont coûteux. Il ne suffit pas de dire demain, hop, on va mettre 3 quarts de plus, on va mettre une circulation de plus. Tout ça, un véritable coût. Si ce coût est totalement identifié, que c'est une nécessité aujourd'hui, par définition, de toute façon, nous avons un problème de desserte de transport en commun. Donc, pour vous qui habitez les Ponceaux, effectivement, vous avez des jolis quais maintenant, sauf que le bus, ben, vous êtes sur le quai pour le moment, il faudra l'attendre si vous le ratez une petite heure, si c'est pas plus. Effectivement, c'est des horaires ou des amplitudes qu'il faudra renégocier, évidemment, avec un dossier qui est communautaire. Donc il est identifié aujourd'hui, mais c'est quelque chose de long et de coûteux. Mais en tout cas, nous l'avons parfaitement noté comme étant une importance. Il y a des navettes Des mini? Oui, ce sont des solutions qui existent. Là-dessus, encore une fois, on ne peut pas être exhaustif à ce stade-là. Je dirais que nous avons des véhicules, mais après c'est un véhicule de la ville. Vous achetez le véhicule, vous le louez, vous l'entretenez, donc on peut faire ce qu'on appelle une convention avec de la publicité qui mettra à disposition un minibus gratuitement, il faudrait supporter la pub, on pourrait faire des déplacements, mais ça coûterait moins cher, il y a néanmoins l'entretien, tout ça a un coût en réalité. Je ne suis pas contre du tout cette solution si elle s'avérait parfaitement démontrée sur le plan de l'utilité, c'est-à-dire pour aller où, pour qui, quelle fréquence et comment. Le bus en même temps il ne se conduit pas tout seul, il se conduit avec un chauffeur, est-ce que c'est un agent de la ville, est-ce qu'il faut recruter un vacataire, est-ce que c'est une charge supplémentaire? Vous voyez, il y a tout ça qui se met en place. L'idée est intéressante, il faudra la mesurer en raison de son exactitude. Monsieur, c'est les bus, non? Une question au niveau de la neige, du déneigement. Oui. Les années précédentes. Les Ponceaux notamment? Aussi, vu la côte, voilà. Assez compliqué à sortir, surtout quasi aucun déneigement. Et puis quand ils viennent avec un sac de sable qui est coupé en deux et puis qui laisse juste une lignée par terre, c'est un peu dur à sortir. Ouais, je sais bien. C'est vrai que la résidence des Ponceaux est un petit peu enclavée et surtout, elle a à l'entrée et à la sortie une descente et une montée absolument invraisemblable. Pour peu que vous ayez du verglas dessus ou de la neige, vous allez monter 3 mètres et vous allez redescendre 10. C'est un peu dangereux pour ceux qui habitent derrière, c'est très compliqué. Heureusement, cet hiver, on n'a pas eu cette problématique-là. Bon, mais les hivers prochains, il se peut qu'il y ait de la neige. Effectivement, il y a 2 règles qui sont simples. Pour toutes les voiries, c'est une compétence communale, et pour les accès du privé, il appartient à chacun de faire en sorte que ce qui est devant chez lui doit être déneigé, on a enlevé les feuilles, on doit s'en occuper. Pour les voiries communales, l'exemple que vous citez, effectivement, est un problème, il faudra revoir l'organisation, voir de quelle façon le stock de neige est utilisé à bon escient pour que ça se déneige. Et si vous me dites qu'effectivement, on met 2-3 grains de sel comme ça, c'est pas très utile. Ou bien on fait un déneigement, ou bien on le fait, et on le fait correctement. C'est quelque chose qu'il faudra revoir, c'est une histoire d'organisation. Une dernière question? Monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui. Alors, je vais vous dire, bon, on ne cache rien et on dit tout ce qu'on a à dire. Monsieur me demande si mes enfants sont scolarisés à l'école de Rubel, croyant qu'il a parfaitement raison que ce n'est pas le cas, et si je peux me justifier sur ce dossier-là, ce que je vais faire dans un instant. Je voudrais juste, avant de vous répondre, que vous mesurez bien quelque chose, monsieur, que, parce que ça touche à des enfants, il y a un élément d'intimité et de pudeur qui est particulier.
et que le choix aujourd'hui qui nous est permis dans notre pays, c'est de choisir librement où on veut scolariser nos enfants. Point 2. Point 3, je vous réponds très directement. Mais je ne vous le dirai pas dans le détail parce que mes enfants seront là. On en reparlera après. J'ai fait ce choix parce que l'école qui les accueille aujourd'hui, pour ne pas la citer, Saint-Agenda, développait pour l'un d'entre eux une pédagogie qui était adaptée à ce qu'il avait besoin. Comprenne qui pourra, je ne mettrai pas d'éléments de détail. Point 2, parce que j'ai un deuxième enfant, puis un troisième, en termes pratiques, plutôt que d'en déposer un, clac, ici, d'en déposer un agenda, on a suivi le truc. C'est un sacrifice pour la famille sur le plan financier, mais c'est comme ça parce que ça s'imposait. Je n'ai, évidemment, dans ce choix qui est lié simplement à une nécessité pédagogique d'accompagnement de l'un de mes enfants, que j'ai fait ce choix-là, je n'ai aucune défiance vis-à-vis de l'école de Rubel. Aucune. Donc là-dessus, je peux vous en parler peut-être plus librement tout à l'heure, publiquement, conserver juste la pudeur qui est la mienne, et parce qu'ils sont là, de devoir raconter un petit peu leur vie et un petit peu la mienne. On boit un verre ? Ouais. Allez!